Le CAC 40 qui monte, le CAC 40 qui baisse, une action qui s'envole, une autre qui s'effondre. On a tous un peu cette image, hein. La bourse, ce serait comme un immense casino. Mais et si c'était faux? Pour le comprendre, on va faire un truc. On va complètement remonter le fil. On va suivre le parcours d'une idée toute simple, depuis sa naissance jusqu'à son entrée sur les marchés financiers. Et on va voir ensemble quel est le vrai moteur de l'économie. Alors, cette question, elle est centrale. La bourse, un simple jeu de hasard, on mise sur des chiffres, on attend, on croise les doigts. C'est une image qui a la vie dure, c'est vrai. Mais pour voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça, il faut faire une pause. Oublier les graphiques un instant et revenir à la base de tout, l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que la bourse est bien plus qu'un simple jeu de hasard? En fait, la réponse, elle tient en un seul mot, un mot-clé, le capital. C'est ça le carburant qui permet de transformer les rêves des entrepreneurs en entreprises bien réelles. Ok, mais le capital, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est l'essence dans le moteur de l'entreprise. Sans capital, la meilleure idée du monde, elle reste juste une idée dans un coin de la tête. C'est l'argent qui permet d'acheter des machines, d'embaucher des talents, de construire des usines, d'innover, bref, de passer du rêve à la réalité. Allez, suivons ensemble le parcours type d'une entreprise. Très souvent, tout commence avec une seule personne, un entrepreneur, une entrepreneuse, qui a une vision, et qui démarre tout seul, parfois dans son garage, un peu comme les grands pionniers de l'automobile ou de l'informatique. Au début, ça fonctionne, l'énergie est là, mais très très vite, un premier mur se dresse. Les finances personnelles, ça a des limites. Pour passer de l'artisanat à l'industrie, pour vraiment grandir, il faut beaucoup plus de moyens. La solution, c'est donc de ne plus être seul. Il faut créer une structure, une vraie société, pour pouvoir attirer d'autres personnes et leurs capitaux. Et c'est là qu'on touche du doigt la première grande étape. D'un côté, on a l'entreprise individuelle, c'est simple à créer, mais son potentiel est par définition limité. De l'autre côté, on a la société, c'est une structure qui est pensée dès le départ pour la croissance, pour mettre en commun les forces, les compétences et surtout le fameux capital. Ce n'est plus du tout la même dimension. Bien sûr, il y a plusieurs façons de s'associer. Souvent, on commence par une SARL. C'est la structure idéale pour les petites et moyennes entreprises. On se met à quelques associés. Mais pour voir encore plus grand, il y a l'étape d'après, la SA, la société anonyme. Et là, attention, il y a un petit mot qui change absolument tout. On ne parle plus de part sociale, on parle d'action. Et ces actions, elles sont beaucoup, beaucoup plus faciles à échanger. En fait, on prépare déjà le terrain pour la suite. Imaginons, l'entreprise est un succès. Elle grandit, elle se développe. Mais voilà qu'un nouveau plafond de verre apparaît. Pour devenir un géant, pour conquérir le monde, eh bien les fonds apportés par les quelques associés du début, ça ne suffit plus. Il faut trouver une source de capital bien plus grande, quasi illimitée. Et cette solution, c'est l'introduction en bourse. On parle d'IPO aujourd'hui, mais avant on utilisait une très belle expression, l'appel public à l'épargne. C'est un moment absolument crucial. L'entreprise ne s'adresse plus à un cercle restreint d'investisseurs, non, elle s'adresse à tout le monde. Elle propose ses actions sur un marché ouvert, public. Mais attention, s'introduire en bourse, c'est une décision énorme, un vrai dilemme. C'est un compromis permanent. D'un côté, c'est génial, on accède à des capitaux massifs, on gagne une notoriété incroyable, mais de l'autre, il y a le revers de la médaille, des coûts très élevés, une obligation de transparence totale et surtout une pression constante des marchés pour avoir des résultats à court terme. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout un passage obligé. Prenez Microsoft et Ikea, deux réussites mondiales absolument phénoménales, mais deux stratégies radicalement opposées. D'un côté, Bill Gates, qui a choisi la bourse très tôt pour financer sa croissance. De l'autre, Ingvar Kamprad, le fondateur d'Ikea, qui a toujours voulu garder un contrôle total et privé sur son entreprise. Ça montre bien que l'IPO, c'est un choix stratégique, pas une fin en soi. Donc une fois qu'une entreprise décide de faire cet appel au public, ses actions, elles doivent bien s'échanger quelque part. Et ce lieu, c'est le marché boursier. C'est ça le bourse. Et ce lieu, il a complètement changé de visage. On est passé de la bourse à l'ancienne, physique, avec sa fameuse corbeille au Palais Brognard où les agents de change criaient, gesticulaient pour passer leurs ordres, à un marché qui, aujourd'hui, est presque à 100% électronique. Tout se passe sur des serveurs informatiques, c'est ultra rapide, bien moins cher, c'est sûr, mais on a perdu cette ambiance, ce contact humain qui faisait le sel de l'époque. Cette fameuse corbeille, elle était tellement symbolique du pouvoir de la finance que le général de Gaulle a prononcé cette phrase restée célèbre. C'était sa manière de rappeler que le pouvoir politique devait primer sur le pouvoir économique, qui était incarné par ce lieu mythique. Un lieu qui a d'ailleurs été démonté en 1987. Bon, maintenant, changeons de point de vue. On a vu le côté de l'entreprise. Mais du côté de l'épargnant, de la personne qui a de l'argent de côté, pourquoi est-ce qu'on achèterait ces fameuses actions? Quel est l'intérêt au fond?
Là, il faut comprendre une différence qui est fondamentale. On peut prêter de l'argent à une entreprise, ça, c'est acheter une obligation. Le risque est plus faible, on reçoit un intérêt fixe, et à la fin, on récupère sa mise. Ou alors, on peut acheter une action. Et là, on ne prête plus, on devient propriétaire. Propriétaire d'un petit bout de l'entreprise. Le risque est plus élevé, évidemment, mais le gain potentiel, lui, est directement lié à la réussite de l'entreprise. Et ce gain, il peut arriver de deux manières. D'abord, il y a la plus-value. Si l'entreprise marche bien, si elle innove, si elle conquiert des marchés, la valeur de son action va augmenter. On pourra donc la revendre plus cher. Et ensuite, il y a les dividendes. Si l'entreprise fait des bénéfices, elle peut décider d'en verser une partie à ses propriétaires, c'est-à-dire aux actionnaires. Et donc, on en revient au point de départ. Le point le plus important. Investir en actions, au fond, ce n'est pas juste spéculer sur un cours qui monte ou qui baisse. C'est être connecté directement à l'économie réelle. C'est participer à l'aventure d'une entreprise à l'endroit même où se crée la richesse. Alors, tout ce parcours nous amène à une dernière réflexion. Et si investir en bourse, ce n'était pas seulement un pari risqué? Et si c'était avant toute autre chose, une manière de financer l'économie, de participer directement à la croissance des entreprises qui, chaque jour, façonnent notre monde? La bourse, rien que le mot, parfois ça peut faire un peu peur, non? On va être honnête. On s'imagine tout de suite un truc hyper risqué, complètement imprévisible, un peu comme un casino en fait. Et l'idée d'y mettre son argent, celui qu'on a gagné à la sueur de son front, eh bien ça peut sembler, disons, intimidant. Alors aujourd'hui, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Et franchement, cette méfiance, elle est tout à fait légitime. Je veux dire, on a tous entendu ces histoires, presque des légendes urbaines, de crash boursiers spectaculaires, des fortunes qui partent littéralement en fumée en l'espace de quelques heures. Forcément, ce genre de récit, ça marque les esprits et ça ancre bien l'idée que la bourse, c'est un jeu vraiment, vraiment dangereux. Non, cette peur, elle n'a rien d'irrationnel. Elle est même complètement ancrée dans notre histoire collective. Il suffit de regarder le siècle dernier. C'est une succession de crises. On a bien sûr le grand crash de 1929, la Grande Dépression, puis le lundi noir en 87. Imaginez un peu Wall Street qui perd quasiment un quart de sa valeur en une seule journée. Et plus récemment, on a eu l'éclatement de la bulle Internet, la crise financière mondiale de 2007, et bien sûr le plongeon brutal au début de la pandémie en 2020. Bref, les traumatismes ne manquent pas. C'est là que les choses deviennent vraiment contre-intuitives. Parce que si on arrête de regarder à la loupe avec le nez collé sur les graphiques quotidiens et qu'on prend beaucoup de recul, si on dézoome pour regarder l'image globale sur des décennies entières, eh bien l'histoire qui se dessine est complètement différente et même assez surprenante. Alors accrochez-vous bien, voilà un chiffre qui donne le tournis, multiplié par 54 800. Oui, 54 800. C'est ce qui serait arrivé à un capital investi en actions sur la période qui va de fin 1913 à fin 2000. On parle d'une croissance, enfin le mot phénoménal est presque faible. Mais le plus fou, ce n'est même pas le chiffre en lui-même, c'est quand on le compare aux autres placements. Sur la même période, l'or, la fameuse valeur refuge, a été multiplié par 1860. C'est bien, mais on est loin du compte. Et les obligations, vous savez, le placement considéré comme le plus sûr, le plus pépère, seulement multiplié par 740. L'écart entre les actions et le reste est abyssal. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment c'est possible? Pourquoi un tel fossé? Il doit y avoir un loup quelque part, une espèce de force cachée qui vient tout fausser, même pour les placements qui ont l'air si sûrs. Eh bien, le coupable, il a un nom, c'est ce que les économistes appellent l'illusion nominale. C'est un concept super important. En gros, il y a deux choses. La valeur nominale, c'est le chiffre écrit sur le billet, le montant sur votre relevé de compte. Et puis, il y a la valeur réelle. Et ça, c'est beaucoup plus important. C'est ce que l'on peut vraiment acheter avec cet argent. C'est le pouvoir d'achat, une fois qu'on a pris en compte un petit détail qui change tout, l'inflation. Et la voilà, notre fameuse force cachée, l'ennemi invisible. L'inflation, c'est comme une mythe qui grignote votre patrimoine, lentement mais sûrement, sans faire de bruit. Si un placement ne rapporte pas plus que la hausse des prix, eh bien en réalité, chaque année, il perd de sa valeur. Il y a une citation assez forte qui résume parfaitement ça. Le XXe siècle a été celui de la mort du rentier. C'est un peu brutal, mais c'est très juste. Le rentier, c'était la figure de celui qui vivait tranquillement des intérêts de ses obligations d'État. Le placement béton par excellence. Sauf que voilà, le XXe siècle et ses vagues d'inflation ont complètement pulvérisé ce modèle. Et quand on regarde les chiffres réels, une fois l'inflation déduite, le tableau est encore plus saisissant. Le capital investi en actions a vu son pouvoir d'achat multiplié par 31. L'or, il a à peine maintenu son pouvoir d'achat avec un multiplicateur de 1,1. Et les obligations, le placement sûr, eh bien, leur pouvoir d'achat a été divisé par 2,5. C'est énorme. On a perdu de l'argent en termes réels avec le placement le plus prudent. Bon, attention. Après avoir vu ça, on pourrait se dire « Ok, facile, il suffit de tout mettre en action. » Mais évidemment, l'histoire n'est jamais aussi simple.
Parce que tout dépend de l'horizon de temps qu'on regarde. C'est ça qui est fascinant. Par exemple, sur une très longue période de 40 ans, comme entre 1982 et 2022, les actions sont imbattables. Mais si on prend une fenêtre de 30 ans, de 1992 à 2022, surprise, c'est l'immobilier qui a fait mieux. Et si on zoome encore plus, sur seulement 5 ans, on peut voir des secteurs très spécifiques comme la logistique ou certains types de logements tout exploser. Moralité, le timing, le point d'entrée et de sortie, ça change absolument tout. Ce qui nous ramène un peu à la question de départ. Si les actions sont si volatiles, si elles peuvent s'effondrer du jour au lendemain, comment expliquer cette performance incroyable sur le très très long terme? C'est quoi la mécanique fondamentale derrière tout ça? En fait, tout repose sur un principe fondamental, presque une loi de la finance, qu'on pourrait appeler le couple risque et récompense. Les deux vont toujours de pair. La logique est finalement assez simple quand on y pense. Décomposons-la. D'abord, où est-ce qu'on crée de la richesse? Dans les entreprises. Celles qui inventent, qui fabriquent, qui vendent des choses. C'est le moteur de l'économie. Ensuite, qu'est-ce qu'une action? C'est juste un petit bout de l'une de ces entreprises, un titre de propriété. Troisième point, en étant propriétaire même d'un tout petit bout, on prend un risque. Le risque que l'entreprise fasse faillite, qu'elle ne soit pas performante. Et enfin, et c'est le point clé, ce risque doit être récompensé. Cette récompense, cette prime de risque, c'est justement le potentiel d'avoir des rendements bien plus élevés. En fait, on peut voir l'investissement comme un spectre. À une extrémité, on a le compte d'épargne, le fameux livret A. Le capital est garanti, il ne peut pas baisser. Mais en contrepartie, le rendement est très faible, à peine de quoi compenser l'inflation, et encore. Le but ici, c'est de préserver son capital. Et à l'autre bout du spectre, on a les actions. Là, le capital n'est pas garanti, il peut beaucoup bouger, à la hausse comme à la baisse, mais en contrepartie, on a un potentiel de gain bien supérieur. L'objectif n'est plus de préserver, mais de faire croître son capital. Ok, alors si on devait résumer les grandes idées à retenir de tout ça. Premièrement, oui, les crashs boursiers, ce n'est pas un mythe, c'est bien réel et ça arrive régulièrement. Deuxièmement, malgré ça, sur le très long terme, ce sont historiquement les actions qui ont rapporté le plus. Troisièmement, il faut se méfier de l'inflation, qui est un véritable poison pour la valeur des placements dits sûrs comme les liquidités ou les obligations. Et enfin, ce potentiel de rendement plus élevé des actions, c'est tout simplement la juste compensation pour le risque de volatilité qu'on accepte de prendre à court terme. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question qui peut-être change toute la perspective. Finalement, si on pense à long terme, quel est le plus grand risque? Est-ce que c'est de supporter la volatilité des marchés, avec ses hauts et ses bas, ou est-ce que c'est de regarder impuissant son pouvoir d'achat se faire grignoter année après année par l'inflation? La question reste ouverte. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut faire un peu peur, mais qui est aussi super fascinant, l'investissement en bourse. L'objectif est simple, on va essayer de démystifier ensemble le marché des actions et de voir ce qu'il faut vraiment savoir avant de, pourquoi pas, se lancer. Allez, on commence tout de suite par la question que tout le monde se pose. Cette idée, tenace, que la bourse serait une sorte de club très privé, un truc réservé à une poignée de gens déjà très riches, c'est une des barrières les plus fortes. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Première étape, on va faire un grand ménage dans les idées reçues. On va prendre les mythes les plus courants, un par un, pour enfin y voir un peu plus clair. Alors voilà, le cliché numéro 1. Quand on pense investisseur, on a souvent en tête l'image du financier en costume qui jongle avec des millions. Une image très loup de Wall Street si on veut. Mais en vrai, cette image de film est de plus en plus éloignée de la réalité. Et pour s'en convaincre, un seul chiffre suffit. Regardez, 3 millions. C'est le nombre d'actionnaires individuels en France en 2023. On est donc très, très loin du petit club exclusif. C'est bien la preuve que les portes de la bourse sont beaucoup plus ouvertes qu'on ne l'imagine. Et ce qui est super intéressant, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi le profil des investisseurs qui change complètement. Comme le montre ce graphique, la part des moins de 35 ans a plus que doublé en à peine 5 ans. C'est énorme. Bref, la bourse se démocratise et elle se rajeunit. Bon, maintenant qu'on a tordu le cou à ce mythe du club privé, passons à la pratique. Parce qu'avant de se jeter à l'eau, il y a quand même quelques règles d'or à connaître, des bases indispensables pour investir de manière sereine. Alors là, attention, retenez bien cette phrase. C'est peut-être le conseil le plus important de tous. Les marchés, ça monte et ça descend, c'est normal. Mais si on est obligé de vendre ses actions en catastrophe, dans un creux, parce que la voiture est tombée en panne, c'est là qu'on risque de perdre de l'argent. Le temps est vraiment notre meilleur allié. Du coup, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire prendre 2 précautions de base. D'abord, se constituer une épargne de précaution, un petit matelas de sécurité disponible tout de suite pour les imprévus. Et ensuite, investir uniquement de l'argent dont on n'aura pas besoin avant au moins 2 ou 3 ans, voire plus. C'est ça qui permet de traverser les tempêtes sans paniquer. Logiquement, la question qui vient juste après, c'est « Ok, mais concrètement, il faut combien pour se lancer ?»
C'est évidemment un point central, et la réponse est un peu plus nuancée qu'un simple chiffre. Ici, on a quelques ordres de grandeur pour se faire une idée. Mais attention, l'objectif principal, ce n'est pas tant le montant total que la capacité à diversifier. Le fameux « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », c'est la base. L'idée, c'est de pouvoir acheter au moins 5 actions différentes. Avec 5 000 € par exemple, on peut commencer à construire un portefeuille qui tient la route. Oui, mais là j'entends déjà la remarque. Et si on n'a pas 5 000 € à mettre d'un seul coup, est-ce que ça veut dire que c'est impossible ? Eh bien non, pas du tout. Il y a une autre méthode qui est même très astucieuse. Et cette méthode, c'est l'investissement programmé. Le principe est vraiment tout simple. Au lieu de mettre une grosse somme d'un coup, on investit une petite somme fixe, mais très régulièrement, par exemple tous les mois. Et on peut commencer avec 50 €. Ça permet de se construire un capital petit à petit, et surtout, ça a un avantage énorme, ça lisse le prix d'achat. On achète un peu quand c'est haut, un peu quand c'est bas, sans se poser de questions. C'est une super façon de débuter sans stress. Ok, on a posé les bases financières. Maintenant, un dernier point qui est absolument crucial, savoir s'informer. Et là aussi, il y a quelques mythes qui ont la vie dure. Ah, le fameux mythe du bon tuyau. L'idée qu'il faudrait connaître des secrets, avoir une info que les autres n'ont pas pour gagner. Bon, soyons très clairs. Utiliser une information qui n'est pas publique pour son propre compte, ça s'appelle un délit d'initié et c'est complètement illégal. La vraie réussite en bourse, sur le long terme, elle ne repose pas du tout là-dessus. Non, le véritable enjeu, c'est de savoir faire la différence entre ce qu'on appelle le bruit et l'information fiable. Le bruit, c'est les rumeurs, la désinformation, ce qu'on lit sur les forums. Et l'info fiable, c'est l'analyse, les données de l'entreprise. L'histoire du faux communiqué de Vinci est un cas d'école. Une simple rumeur a fait plonger l'action de presque 20% en quelques minutes. Ça montre bien à quel point il faut se méfier du bruit ambiant. Alors, où est-ce qu'on la trouve, cette fameuse information de qualité ? En fait, il y a plusieurs options. Pour l'info rapide, les sites internet spécialisés sont parfaits. Pour l'analyse de fond au quotidien, les journaux économiques sont la référence. Et pour prendre du recul, pour la réflexion de fond, les hebdomadaires spécialisés sont excellents. Bref, l'information est accessible à tous, il suffit de savoir où la chercher. Donc au final, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient ? Que non, la bourse n'est définitivement pas ce club fermé qu'on imagine. C'est un outil d'épargne puissant et accessible. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un vrai parcours qui demande de la préparation, de la patience et une bonne dose de bon sens. Voilà, les mythes sont tombés, les bases sont posées. La question n'est donc plus de savoir si on peut entrer, la porte est ouverte. La vraie question maintenant, c'est plutôt quelle sera la première destination de ce voyage ? Vous savez, on peut tout à fait acheter et vendre des actions sans avoir la moindre idée de comment les marchés sont vraiment organisés. C'est un peu comme conduire une voiture sans rien connaître à la mécanique. Ça marche, mais pour vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui fait tourner la machine, il faut bien soulever le capot. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. La question de départ, elle est toute simple, mais vertigineuse. Comment c'est possible ? Comment est-ce qu'un acheteur n'importe où sur la planète peut acquérir une action, disons américaine ou japonaise, auprès d'un vendeur qu'il ne connaîtra jamais, et ce, de manière instantanée et totalement sécurisée ? Ça a l'air magique, mais derrière cette magie, il y a une mécanique d'une complexité assez fascinante. Pour percer ce mystère, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va commencer par la machine invisible du trading, puis on remontera le temps, des vieux parquets de bourse aux algorithmes d'aujourd'hui. Ensuite, on verra comment les bourses sont devenues de vrais géants, comment la compétition a été relancée, et enfin, on apprendra à prendre le pouls de tout ce système en ébullition. Allez, on commence par le commencement, la fameuse machine cachée. Derrière la simplicité d'un clic sur une appli trading se cache une infrastructure mondiale, complètement invisible mais absolument essentielle. Pour que l'argent et les titres circulent si facilement, d'un compte à l'autre, d'un continent à l'autre, il faut un système qui soit non seulement fiable à 100%, mais aussi incroyablement bon marché. Et ça, c'est le premier grand paradoxe de la finance moderne. Bien sûr, cette machine ultra rapide, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Pour vraiment saisir sa complexité actuelle, il faut repartir un peu en arrière, à ses origines. C'est un voyage qui va nous emmener des parquets de bourse très bruyants, très physiques, au réseau numérique global et silencieux qu'on connaît aujourd'hui. C'est presque difficile à imaginer aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, une action, c'était un vrai certificat en papier. Et pour toucher ses dividendes, il fallait carrément détacher un petit coupon et l'amener à la banque. Un système très tangible, oui, mais terriblement, terriblement lent. Et en France, cette révolution a été fulgurante. Tout s'est joué en moins de 5 ans. 1984, hop, on se débarrasse du papier. 1986, les cris s'éteignent au Palais Brognard, c'est la fin de la cotation à la criée. Et 1988, c'est la fin du monopole historique des agents de change. En quelques années seulement, la bourse moderne était née. Le changement est radical. C'est le jour et la nuit. On passe d'un système physique, local et lent
On avait de la chance d'avoir 2 ou 3 cours dans la journée, à un univers électronique, mondial, instantané, qui tourne en continu de 9h à 17h30. C'est bien plus qu'une évolution, c'est une véritable métamorphose. Cette révolution technologique, elle n'a pas seulement changé la façon de trader, elle a aussi transformé les bourses elles-mêmes. Avant, c'était de simples lieux de rencontre, aujourd'hui, ce sont de vraies entreprises technologiques. Et comme n'importe quelle entreprise, elles se sont mises à jouer au grand jeu des fusions-acquisitions pour devenir des géants mondiaux. Mais pourquoi cette course à la taille? La Banque Centrale Européenne l'expliquait très bien. La logique est implacable. Il s'agit de faire des économies d'échelle, plus on a de volume, plus les coûts baissent, et surtout, de pouvoir financer les investissements technologiques colossaux qui sont nécessaires pour rester dans la course. L'histoire d'Euronext est une illustration parfaite de cette tendance. L'entreprise est née d'une fusion européenne, puis elle a traversé l'Atlantique, elle a été rachetée par un groupe américain, elle est redevenue indépendante avant de s'agrandir à nouveau en rachetant par exemple la Bourse de Milan. C'est une véritable saga industrielle pleine de rebondissements. Cette consolidation, elle a un double visage. D'un côté, la promesse de coûts plus bas et de marchés plus liquides, c'est-à-dire plus faciles à négocier pour les investisseurs. Mais de l'autre, il y a le spectre du monopole, le risque de voir émerger des géants si puissants qu'ils pourraient finir par dicter leurs propres règles et augmenter leurs tarifs. Alors face à ce risque de monopole, les régulateurs ont décidé de réagir. Et c'est là que commence un contre-mouvement vraiment intéressant. La loi elle-même va être utilisée pour rouvrir le jeu, pour casser la domination des bourses traditionnelles et pour forcer la concurrence. L'outil clé de ce grand changement, c'est la directive européenne MiFi, mise en place en 2007. Le principe est simple, mais révolutionnaire. On met fin à l'obligation de passer un ordre sur la bourse officielle d'un pays. Et d'un coup, ça ouvre la porte à plein de nouveaux acteurs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, un courtier a 3 options. Soit il utilise le marché historique, comme Euronext, soit il passe par une nouvelle plateforme concurrente, AMTF, soit il peut même exécuter l'ordre en interne. D'un seul coup, le monopole était brisé. Cette nouvelle concurrence a donné naissance à des lieux de négociation aussi fascinants que controversés, les dark pools ou les bourses de l'ombre. Il faut imaginer des plateformes privées, totalement invisibles au public, où d'énormes paquets d'actions s'échangent en toute discrétion. L'avantage de ces plateformes pour les gros investisseurs est évident. Ils peuvent acheter ou vendre des quantités énormes d'actions sans faire bouger les cours, sans alerter le marché. Mais l'inconvénient est tout aussi majeur, c'est un énorme manque de transparence, ce qui complique évidemment la surveillance des marchés et la formation publique des prix. Et l'effet de cet éclatement est tout simplement spectaculaire. Tenez-vous bien, en 2020, on comptait combien de lieux de négociation en Europe? 269. On est passé d'une situation où chaque pays avait son quasi-monopole à un marché hyper fragmenté et ultra compétitif. Bon, avec un marché éclaté sur près de 270 plateformes et une activité absolument frénétique, comment peut-on encore dire si la bourse monte ou si la bourse baisse? C'est là que les indices entrent en jeu. Ce sont un peu nos stéthoscopes pour prendre le pouls de ce système devenu incroyablement complexe. À Paris, le plus célèbre, c'est bien sûr le CAC 40 qui suit les 40 plus grandes valeurs. Mais il faut savoir que pour avoir une vision plus complète, il y a toute une famille d'indices. Le Next 20 pour les entreprises qui sont dans l'antichambre du CAC, le SBF 120 pour une vue plus large, ou encore le CAC Small pour les plus petites sociétés. Mais attention, petit détail technique, mais qui est absolument essentiel. Tous les indices ne sont pas calculés de la même façon. Le CAC 40 français, par exemple, est un indice de prix. Il ne suit que la valeur des actions. A l'inverse, l'indice allemand, le DAX, est un indice de rendement total, c'est-à-dire qu'il inclut les dividendes en supposant qu'ils sont réinvestis. Et croyez-moi, sur le long terme, cette différence change absolument tout. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que cette simple différence de calcul peut donner l'impression que le marché allemand est systématiquement plus performant que le marché français. Ça peut suffire à orienter les choix des investisseurs étrangers et même à façonner la perception de la santé économique de tout un pays. On a donc vu la machine évoluer, décrit à la microseconde, du papier aux dark pools. Mais cette course folle à la vitesse et à la complexité nous laisse avec une question de fond. À qui profite réellement ce nouveau système? À l'investisseur particulier, qui a accès à des marchés moins chers, ou bien à une nouvelle élite d'ingénieurs et de traders haute fréquence, qui sont peut-être les seuls à vraiment pouvoir maîtriser cette nouvelle complexité? On s'est tous déjà posé cette question, non? Comment est-ce possible que la bourse s'envole alors que l'économie, elle, a l'air de patiner? Ou à l'inverse, qu'elle s'effondre quand tout semble aller pour le mieux? Eh bien, c'est ce grand paradoxe qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la question au cœur de tout. Pourquoi est-ce que la bourse donne parfois l'impression de vivre dans un monde à part, complètement déconnecté de notre économie réelle? Pour trouver la réponse, on va devoir laisser tomber quelques idées bien ancrées. Pour bien voir à quel point ça peut être étrange, prenons un exemple concret et assez spectaculaire.
On est en France en l'an 2000. L'économie carbure, la croissance atteint 3,8%, une année record. Logiquement, on s'attendrait à ce que la bourse explose, non? Et pourtant, le CAC 40, lui, a baissé de 0,5%. Alors, comment c'est possible? Alors comment on explique ce décalage? La toute première pièce du puzzle, c'est de bien comprendre que l'économie, elle n'explique pas tout. Se fier uniquement au PIB pour comprendre la bourse, c'est un peu comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. En fait, une excellente image pour décrire cette relation, c'est celle d'un couple, un couple très instable. Ils sont liés, c'est une certitude, mais ils se chamaillent tout le temps, ils n'avancent jamais au même rythme et leurs humeurs peuvent changer du tout au tout sans crier gare. Et voilà le cœur du problème. Le marché, ce n'est pas un rétroviseur qui regarde ce qui s'est passé hier, c'est un télescope qui est pointé loin vers l'avenir. Le marché ne réagit pas aux nouvelles d'aujourd'hui, il parie sur ce que seront les bénéfices des entreprises dans 6 mois, dans 1 an, et parfois même bien plus loin. D'accord, donc si le marché regarde vers l'avenir, qu'est-ce qu'il essaie de deviner au juste? C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle le jeu des anticipations. Et ça, c'est vraiment le réacteur nucléaire de la bourse. Imaginez un peu le scénario. Une entreprise annonce super fière que ses bénéfices ont augmenté de 10%. On pourrait se dire « génial, on sort le champagne ». Eh bien, pas si vite. Si tout le monde s'attendait à une hausse de 15%, cette bonne nouvelle de 10% devient en fait une grosse déception et l'action peut carrément plonger. Cette phrase, elle résume absolument tout. En bourse, une bonne nouvelle, ça ne suffit pas. Il faut une nouvelle qui soit meilleure que ce qui était attendu. Pourquoi? Parce que le marché a déjà intégré, a déjà prévu les bonnes nouvelles dans les cours. Pour qu'une action monte, il faut une surprise, et une surprise positive. Donc on a compris, tout est une question d'attente sur les bénéfices futurs. Mais au fait, d'où viennent ces bénéfices? Ça nous amène directement à notre troisième point, la grande bataille pour les profits. Alors, si la croissance de l'économie, le fameux PIB, n'est pas le vrai moteur des actions, qu'est-ce que c'est alors? La réponse est en fait très simple, ce sont les profits, les bénéfices nets des entreprises. Point. Pour visualiser ça, on peut utiliser l'image du gâteau. L'économie, c'est le gâteau tout entier, mais ce qui intéresse vraiment un actionnaire, ce n'est pas la taille totale de ce gâteau, c'est la taille de la part qui revient aux entreprises, sous forme de profit. Et cette part, elle, peut changer du tout au tout. Parce que même si le gâteau économique global grandit, la part des profits, elle, peut se faire complètement écraser. Imaginez, les salaires augmentent fortement, ça vient grignoter les marges. Ensuite, un nouveau concurrent super agressif arrive et force tout le monde à baisser ses prix. Ajoutez à ça une flambée du coût des matières premières, et voilà, même avec une économie en forme, les profits peuvent s'effondrer. Et c'est ça que le marché regarde en premier. On arrive maintenant à ce qui est sans doute le facteur le plus puissant, celui qui peut éclipser tout le reste. La véritable boussole des marchés financiers, ce sont les taux d'intérêt. C'est l'instrument qui va guider quasiment toutes les grandes décisions. On parle ici des taux directeurs, vous savez, ceux qui sont fixés par les grandes banques centrales, comme la BCE en Europe ou la Fed aux États-Unis. C'est un peu leur arme absolue. En les baissant, elles appuient sur l'accélérateur de l'économie. En les augmentant, elles appuient sur le frein, en général pour calmer l'inflation. Prenons le cas d'une baisse des taux. C'est une vraie réaction en chaîne. D'abord, la Banque centrale baisse ses taux. Du coup, le crédit devient moins cher pour tout le monde. Les entreprises peuvent emprunter plus facilement pour investir et les ménages pour consommer. Et hop, le marché, qui regarde toujours vers l'avenir, se dit « super, il y aura plus de profits demain ». Et les actions montent. D'ailleurs, en parlant de ça, il existe un graphique, une courbe, qui a la réputation assez folle de prédire l'avenir économique, avec une précision parfois vraiment troublante. On l'appelle la courbe des taux. Alors, pour faire très simple, la forme de cette courbe nous dit énormément de choses. Quand elle est normale, c'est-à-dire qu'elle monte bien, c'est un signe de confiance, on s'attend à une reprise. Quand elle est toute plate, c'est l'incertitude, on est dans une phase de transition. Mais quand elle s'inverse, c'est-à-dire quand les taux à court terme deviennent plus élevés que les taux à long terme, ce qui est totalement contre-intuitif, là, historiquement, c'est un signal d'alarme. Ça annonce très souvent une récession à venir. Et il y a un autre point qui est absolument crucial avec les taux. Quand ils sont élevés, les placements qui sont considérés comme sûrs, par exemple les obligations d'État, deviennent tout d'un coup beaucoup plus intéressants. Pourquoi? Pourquoi irait-on prendre des risques sur les actions si on peut avoir un bon rendement, presque sans risque, avec une obligation? C'est une pure question de concurrence entre les placements. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, les anticipations, les profits, les taux d'intérêt, on peut enfin les assembler pour voir l'image complète. On entre dans la 5e partie, comment naviguer dans les cycles. Le point fondamental à retenir, c'est que le marché n'évolue pas au hasard. Pas du tout. Il suit un cycle, une sorte de danse bien rythmée par 3 partenaires principaux. L'économie,
Bien sûr, les profits des entreprises et surtout, le chef d'orchestre, la politique des taux d'intérêt. Et cette danse, la voici. Tout commence au plus bas. L'économie est à l'arrêt, tout le monde a peur. C'est là que les banques centrales sortent l'artillerie lourde et mettent les taux au plancher pour relancer la machine. C'est souvent le meilleur moment pour acheter des actions. Ensuite, phase 2, la croissance. L'économie redémarre, la confiance revient. C'est une phase géniale pour les actions. Mais attention, on arrive au sommet. L'économie est en surchauffe, l'inflation repart. Les banques centrales doivent calmer le jeu et remontent les taux. C'est le signal pour commencer à vendre ses actions. Après ça, on entre dans une phase d'hésitation. L'économie ralentit et les placements sûrs comme les obligations redeviennent très attractifs. Puis vient la baisse. Pour éviter une catastrophe, la Banque centrale est forcée de baisser à nouveau les taux. Et c'est là que les obligations qu'on a achetées juste avant prennent beaucoup de valeur. Et enfin, on boucle la boucle. On est de retour au point de départ. On peut vendre ces obligations qui sont au plus haut pour revenir sur les actions qui sont au plus bas et le cycle peut recommencer. Donc, pour conclure, la clé pour essayer de comprendre la bourse, ce n'est pas tant de savoir ce qui est en train de se passer dans l'économie à l'instant T. La vraie question, la seule qui compte, c'est où est-ce qu'on se situe dans ce grand cycle économique et monétaire. C'est seulement en répondant à cette question qu'on peut commencer à donner un sens au mouvement des marchés qui, sinon, peuvent paraître complètement fous. Salut à tous. Bon, la théorie sur les marchés, c'est bien beau, mais maintenant, on passe aux choses sérieuses, la pratique. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble, pas à pas, comment faire son tout premier investissement en bourse. Allez, on se lance. Ok, donc la grande question, c'est par où on commence? Parce que c'est vrai, une fois qu'on a compris la théorie, le premier pas, il peut faire un peu peur. Mais en fait, pas de panique, tout se joue sur 3 décisions clés. Et on va les voir une par une, tranquillement. La toute première chose à faire, c'est de choisir avec qui on va travailler. Cet intermédiaire financier, comme on l'appelle, en gros, c'est la plateforme qui va exécuter les ordres et conserver les actions en toute sécurité. Et ce choix est super important. Il va influencer directement les frais, mais aussi toute l'expérience d'investissement. Pendant des années, c'était simple, il n'y avait pas le choix. On passait par sa banque, point final. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé, heureusement. Pour quelqu'un qui débute, la question se résume souvent à un grand duel, la banque traditionnelle ou un courtier spécialisé sur Internet. Alors, comment on tranche? D'un côté, la banque classique. Le point positif, c'est la simplicité, tout est au même endroit, le compte courant, l'épargne, les investissements. Le gros point négatif, les frais. Ils sont souvent très élevés. De l'autre côté, on a le courtier en ligne. Lui, c'est un pro de l'investissement. Sa plateforme est faite pour ça et surtout ses prix, elles sont juste beaucoup plus compétitifs. Et quand je dis compétitif, ce n'est pas juste une façon de parler. Regardez ces chiffres, ils viennent de l'autorité des marchés financiers. Pour un seul ordre de 5 000 €, une banque traditionnelle va prendre en moyenne 26 €. Le courtier en ligne, lui, il prend 7,10 €. C'est presque 4 fois moins. Imaginez un peu cette différence accumulée sur des années. C'est juste énorme. Et attention, il y a une nouvelle vague qui est arrivée, les néo-courtiers. On les connaît sûrement, ce sont ces applis hyper modernes, super simples à utiliser sur smartphone. Leur stratégie, c'est de tout casser au niveau des prix pour séduire une clientèle plus jeune. On parle même parfois de transactions totalement gratuites. Mais il y a un mais. Gratuit, ça sonne bien, mais il faut être super vigilant. Premier point à vérifier, où est basée l'entreprise? Souvent, c'est à l'étranger, et là, ça peut vite devenir un vrai cauchemar pour déclarer ses impôts correctement. Deuxième chose, le mot gratuit. Il faut se méfier, ça peut cacher d'autres types de frais. Donc, un seul conseil, on lit toujours les petites lignes pour savoir ce que ça coûte vraiment. Ok, première étape, validée, on a choisi son intermédiaire. Maintenant, deuxième grande décision. Dans quelle enveloppe fiscale on va ranger ses investissements? C'est le choix du type de compte. Et là, tout va dépendre de la stratégie et de la durée pendant laquelle on compte investir. En France, pour faire simple, on a principalement 2 grandes options. D'un côté, le compte titre ordinaire, le CTO, de l'autre, le plan d'épargne en action, le très célèbre PEA. Et ils n'ont vraiment rien à voir. Le CTO, c'est la liberté absolue. On peut acheter des actions du monde entier, des obligations, ce qu'on veut. Le PEA, lui, il est beaucoup plus restrictif. Il se limite principalement aux actions européennes. Alors pourquoi une telle différence? Eh bien, tout est une question d'impôt. Et c'est là que ça devient super intéressant. Avec le CTO, c'est simple, liberté totale, mais chaque plus-value est taxée. Le PEA, c'est l'inverse. Oui, il est plus limité, mais il a un avantage fiscal juste dingue. Si on garde son PEA ouvert plus de 5 ans, tous les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. 0 impôt sur le revenu. Pour du long terme, c'est une arme redoutable. Bon, on a le courtier, on a le compte, le décor est planté. Il est temps de passer à l'action. C'est le grand moment, la dernière étape. On va voir comment passer son tout premier ordre en bourse.
Allez, on démystifie ça ensemble, ce n'est pas sorcier. Juste avant de cliquer sur acheter, il faut comprendre un truc. Où va notre ordre? Il atterrit dans ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Imaginez une immense place de marché numérique. D'un côté, tous ceux qui veulent vendre, et de l'autre, tous ceux qui veulent acheter. C'est là que tout le monde se rencontre, et c'est ce face-à-face permanent entre l'offre et la demande qui fixe le prix de l'action seconde après seconde. Alors, quand on ouvre une plateforme de courtage, on peut voir des dizaines de types d'ordres différents, avec des noms super compliqués. Ça peut faire un peu peur. La bonne nouvelle, c'est que pour commencer, et même pour la suite, il suffit d'en connaître seulement deux. Deux. Et avec ça, on couvre 99% des situations. Le premier, c'est l'ordre au marché. C'est le plus simple. En gros, on dit « je veux acheter maintenant, au meilleur prix disponible ». La priorité absolue, c'est que l'ordre passe tout de suite. On est sûr d'être servi, mais on ne maîtrise pas le prix à la virgule près. Le deuxième, c'est l'ordre à cours limité. Là, c'est le contraire. On dit « je veux bien acheter, mais pas plus cher que tel prix ». La priorité, c'est le prix. On a le contrôle total sur le prix maximum, mais rien ne garantit que l'ordre sera exécuté si le marché ne descend pas jusqu'à notre limite. Et dans la pratique, comment ça se passe? C'est super simple. 4 petites étapes. 1. On cherche l'action qu'on veut. 2. On clique sur achat ou vente. 3. On choisit son type d'ordre, au marché ou limité, et on met la quantité. Et 4. La plus importante, on relit bien tout et on valide. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et maîtriser ces détails techniques, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est fondamental. Parce que, comme le dit cette phrase, on peut avoir la meilleure stratégie du monde si derrière l'exécution est mauvaise, parce qu'on paie trop de frais ou parce qu'on se trompe de type d'ordre, eh bien toute la stratégie tombe à l'eau. La technique, c'est ce qui permet à une bonne idée de devenir un bon investissement. Et voilà, le premier ordre est passé, le premier pas est fait. En maîtrisant ces 3 piliers, le choix du courtier, le choix du compte et la façon de passer un ordre, les bases sont posées pour bien démarrer. Bien sûr, l'aventure ne fait que commencer. La grande question maintenant, c'est par quoi on va commencer à remplir ce portefeuille? Bonjour! Les rapports financiers, on a souvent l'impression que c'est une langue secrète, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va la décrypter, ensemble. L'objectif, c'est de transformer ce jargon un peu obscur en une histoire super claire, pour permettre à quiconque s'intéresse à l'investissement de prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi la différence entre investir au pif et vraiment analyser? Ensuite, on plonge direct dans le vif du sujet avec les 2 documents clés, le compte de résultat et le bilan. Après ça, on verra que les règles comptables ont pas mal changé, c'est important de le savoir. Et on terminera avec une petite boîte à outils bien concrète pour que chacun puisse commencer sa propre enquête. Qui n'a jamais entendu un ami ou un collègue dire « j'ai un super tuyau en bourse ». On l'a tous vécu. Le problème, c'est que quand on se base là-dessus, l'investissement, ça devient, c'est-à-dire un peu comme le loto. Et autant dire que c'est une stratégie hyper risquée. Et cette citation, elle résume parfaitement le truc. La chasse au tuyau. C'est vrai, ça fait partie du folklore de la finance. Mais le truc, c'est qu'il y a une autre voie. Une méthode beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus solide pour reprendre la main et arrêter de jouer à pile ou face. Et cette fameuse méthode, ça s'appelle l'analyse fondamentale. C'est ça, notre outil d'enquête principal. Le principe est super simple en fait. On arrête de jouer aux devinettes et on commence à baser nos décisions sur du concret, sur des chiffres, sur ce qui fait vraiment la santé d'une entreprise. C'est fondamentaux quoi. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur avec le premier document essentiel, le compte de résultat. Alors oubliez tout de suite l'image d'une liste de chiffres sans âme et super compliquée. Non. Il faut voir ça plutôt comme le film de l'année de l'entreprise. Un film qui raconte ses succès, mais aussi ses galères. Et pour visualiser ce film, l'image la plus parlante, c'est celle d'une cascade. Imaginez, tout en haut, on a le gros débit d'eau, c'est tout l'argent qui rentre, le chiffre d'affaires. Et puis cette eau descend. Et à chaque étage de la cascade, on perd un peu d'eau. Ce sont les coûts, les charges, les impôts, jusqu'à arriver tout en bas à la petite rivière qui reste. Et ça, c'est le bénéfice net. Ok, alors suivons le parcours de cette eau, de cette cascade. Étape 1, tout en haut, le chiffre d'affaires. C'est simple, c'est le total des ventes. Ensuite, on enlève tout ce que l'entreprise a dû acheter pour produire, et là, hop, on arrive à la valeur ajoutée. C'est la vraie richesse créée par l'entreprise elle-même. De là, on déduit les salaires, et on obtient l'excédent brut d'exploitation, ou EBE. C'est un chiffre super important, c'est la performance pure. Encore quelques ajustements, et on arrive au résultat d'exploitation, puis tout à la fin, ce qui reste vraiment dans la caisse, le résultat net. Mais attention, petit piège, le chiffre d'affaires total peut parfois nous mentir. Imaginez une entreprise qui en rachète une autre.
Forcément, son chiffre d'affaires va bondir. Mais est-ce que ça veut dire que son activité historique va mieux? Pas forcément. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la croissance à périmètre comparable. Ça, c'est le chiffre qui nous dit si le business de base, le vrai moteur de l'entreprise, est en bonne santé. Et on en revient à cet EBE. Pourquoi il est si important? Parce que c'est un indicateur super honnête. Il nous dit en gros, ok, oublions les dettes, les impôts, est-ce que l'activité de base, la vente de produits ou de services gagne de l'argent? C'est vraiment le test de vérité sur la rentabilité pure de l'entreprise. Bon, on a vu le film. Maintenant, passons à la photo. C'est le deuxième document clé, le bilan. Le compte de résultat, c'est le film de l'année. Le bilan, c'est un cliché, un instantané pris à un moment précis, souvent le 31 décembre. Il ne nous parle pas de performance, mais de ce que l'entreprise possède et de comment elle est construite. Sa structure, sa solidité. Alors, cette photo, elle a deux côtés. D'un côté, on a l'actif. C'est super simple à comprendre. C'est la liste de tout ce que possède l'entreprise. On y trouve ses usines, ses bureaux, ses machines, mais aussi ses brevets, les stocks de produits et bien sûr, le cash, l'argent sur le compte en banque. Et de l'autre côté de la photo, on a le passif. Lui, il répond à une question tout aussi simple. Ok, on a tout ça à l'actif, mais comment on l'a financé? Et la réponse, elle est double. Soit l'argent vient des banques, ça c'est les dettes, soit il vient des actionnaires, et ça ce sont les fonds propres. Et là, attention, on arrive à la règle d'or de la comptabilité. C'est une loi absolue. Les deux côtés, l'actif et le passif, doivent toujours être parfaitement à l'équilibre. Le total de l'un doit être égal au total de l'autre, au centime près. La logique derrière, elle est imparable. Tout ce que l'entreprise possède a forcément été financé. Il n'y a pas de magie. Bon, jusqu'ici, ça va. Mais les choses se sont un peu compliquées depuis quelques années. Pourquoi? À cause de nouvelles règles du jeu comptable, qu'on appelle les normes IFRS. Et ça a tout changé dans la façon dont les entreprises doivent évaluer ce qu'elles ont dans leur bilan. C'est un peu plus technique, mais c'est indispensable à comprendre aujourd'hui. Alors, faut-il brûler les normes IFRS? Bon, évidemment, la question est une grosse provocation, mais elle cache un vrai débat. À la base, l'idée était bonne. Créer un langage comptable unique pour tout le monde pour pouvoir comparer plus facilement les entreprises. Mais dans la pratique, ça a créé pas mal de maux de tête. Le cœur du problème, c'est un concept qui s'appelle la juste valeur. Pour faire simple, avant, si une entreprise achetait un immeuble 1 million, il restait 1 million dans les comptes. Point barre. Aujourd'hui, elle doit le réévaluer à sa valeur de marché. S'il vaut 2 millions, elle met 2 millions. Mais s'il ne vaut plus que 500 000, elle met 500 000. Vous voyez le souci? La valeur de l'entreprise se met à faire le yo-yo, ce qui rend les bilans beaucoup plus volatiles. Et un autre truc un peu bizarre, c'est le goodwill. Imaginez, l'entreprise A rachète B pour 100 millions. Mais la valeur réelle des usines de B, c'est 60 millions. Les 40 millions de différence, c'est le goodwill. C'est la valeur de la marque, de la réputation. Le gros changement, c'est que maintenant, ça reste dans le bilan. Le risque, si jamais l'entreprise rachetée déçoit, ce goodwill peut s'évaporer d'un coup. Et ça fait très mal. Et juste pour qu'on se rende compte que ce n'est pas un détail, regardez ce chiffre. 8 000 milliards de dollars. C'est la valeur estimée de ce goodwill dans les bilans des entreprises mondiales en 2018. C'est plus que l'économie de l'Allemagne et du Japon combinés. Donc on ne parle pas d'une petite ligne comptable, on parle d'une montagne de valeurs, parfois très fragiles. Alors au final, ces normes, c'est bien ou pas? Eh bien, c'est compliqué. Le côté positif, c'est évident. On a enfin un langage commun. Mais le côté négatif, on l'a vu, c'est cette volatilité qui peut être énorme. Et puis, c'est une usine à gaz pour les plus petites entreprises. Bref, le débat est loin, très loin d'être terminé. Bon, assez de théorie. Pour finir, on va repartir avec du très concret, une petite boîte à outils de l'enquêteur financier avec quelques indicateurs clés à aller chercher tout de suite quand on regarde un bilan pour se faire une première idée. Premier outil, le fonds de roulement. C'est un peu le check-up médical de la trésorerie. S'il est positif, ouf, ça va, l'entreprise a de quoi payer ses factures. Mais attention, s'il est négatif, là, c'est le voyant rouge qui clignote. C'est un peu comme payer son crédit immobilier avec le découvert de son compte courant. Tôt ou tard, ça coince. Deuxième outil indispensable, l'endettement net. On prend le total des dettes, on en déduit le cash que l'entreprise a de côté et on obtient le vrai poids de la dette. Le Graal, c'est quand ce chiffre est négatif. Ça veut dire que l'entreprise a plus de cash que de dettes. On parle alors de trésorerie nette et ça, c'est le signe d'une solidité à toute épreuve. Et voilà, le code est un peu moins secret maintenant, non? On a vu que le compte de résultat, c'est une histoire de performance et que le bilan, c'est une photo de la stabilité. Avec ces quelques clés en main, il devient possible de commencer à lire entre les lignes. Alors, la prochaine fois qu'un rapport financier se présente, la vraie question à se poser, c'est
Au-delà des chiffres, quelle est l'histoire qu'ils sont en train de raconter? L'enquête ne fait que commencer. Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un grand morceau. On va essayer de décoder ensemble le langage un peu mystérieux de la bourse. L'idée, c'est de voir comment on peut passer d'un simple pari, un peu au hasard, à une analyse vraiment solide. On va découvrir les outils qui peuvent tout changer. Parce que, soyons honnêtes, acheter une action sans vraiment jeter un œil au compte de l'entreprise, c'est un peu comme conduire dans le brouillard, non? On se retrouve à faire confiance à l'avis des autres, sans trop savoir sur quoi ils se basent. Alors voilà le programme. On va explorer ensemble les deux grandes routes que l'on peut emprunter pour se faire sa propre opinion. On va passer, je l'espère, du jeu de devinettes à une décision bien plus éclairée. Le problème de départ est donc assez simple. Comment on fait pour investir en se basant sur des faits concrets et pas juste sur des on-dit? Eh bien, pour ça, il existe des méthodes qui ont fait leurs preuves. Allons voir ça de plus près. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pros, ils ne lancent pas des fléchettes sur une cible les yeux fermés, non. Ils s'appuient sur des méthodologies bien précises pour évaluer un investissement. Et même si ces approches sont très différentes, elles ont le même but, donner un cadre logique pour prendre une décision. Ok, on attaque avec la première méthode. Pour bien comprendre, imaginez un détective qui enquête sur une affaire, ou alors un bon mécanicien qui ouvre le capot et regarde le moteur avant de conseiller une voiture. C'est exactement ça l'analyse fondamentale. Ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le prix de l'action à un instant T, mais la véritable santé de l'entreprise. On va chercher ce qu'on appelle sa valeur intrinsèque. En gros, est-ce que l'entreprise est solide, rentable, bien gérée? On se base sur des faits, des chiffres. Et un premier indice super important, c'est le BNPA, le bénéfice net par action. C'est un chiffre qui nous dit tout simplement combien de profit l'entreprise a généré pour chaque action en circulation. C'est un excellent point de départ pour juger de sa rentabilité. Maintenant, passons à l'outil phare de l'analyste fondamentale, vraiment son couteau suisse. Il s'agit du PER, ou Price to Earnings Ratio. C'est un ratio absolument incontournable pour essayer de savoir si une action est chère ou si elle est bon marché. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le calcul est hyper simple. Regardez, on prend le cours de l'action, mettons 54,32 € et on le divise par son fameux bénéfice par action, disons 5,26 €. Et hop, on obtient un PER de 10,3. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'action se paie 10,3 fois ses bénéfices annuels. Mais attention, il y a un vieil adage en bourse qui dit « si c'était aussi simple, il n'y aurait que des millionnaires ». Le PER, c'est un outil vraiment puissant, mais ce n'est pas une boule de cristal. Un chiffre tout seul comme ça ne raconte jamais toute l'histoire. Alors, le vrai secret, le point crucial, c'est la comparaison. Un PER de 10, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Eh bien, ça dépend. Il faut absolument le mettre en contexte. On le compare avec le PER de la même entreprise par le passé, on le compare avec la moyenne du marché, comme le CAC 40, et surtout, on le compare avec ses concurrents directs du même secteur. Allez, on change complètement de perspective maintenant. On passe à la deuxième grande école. Et là, on oublie les bilans et les comptes de résultats. On s'intéresse à la psychologie de la foule, à l'humeur collective des investisseurs, qui se reflète directement dans les graphiques. Les adeptes de cette méthode, on les appelle les chartistes. Et leur conviction, c'est que toute l'information disponible sur une entreprise est déjà reflétée dans son prix. Leur job, c'est donc de repérer des tendances, des motifs, des figures qui se répètent sur les graphiques de cours. Les deux concepts de base, les fondations de l'analyse technique, c'est le support et la résistance. C'est simple. Un support, c'est comme un plancher, un niveau de prix où les acheteurs semblent reprendre la main. Et une résistance, à l'inverse, c'est un plafond, un niveau où les vendeurs ont tendance à bloquer la hausse. Et parmi les dizaines de figures qui existent, il y en a une qui est très connue, la figure en tête-épaule. C'est une configuration qui, quand elle apparaît et qu'elle est confirmée, lance une alerte sur un possible retournement du marché à la baisse. Regardons la logique derrière. On a d'abord une première poussée des acheteurs qui crée un pic, c'est l'épaule gauche. Ensuite, une deuxième vague, encore plus forte, qui crée un sommet plus haut, c'est la tête. Mais la troisième vague, elle, s'essouffle et n'arrive pas à dépasser la tête. Elle crée un pic plus bas, l'épaule droite. C'est un signe de fatigue, et si le cours casse le support qui relie les creux, la ligne de coup, ça veut dire que les vendeurs sont en train de prendre le pouvoir. Bon, on a vu deux approches qui ont l'air de s'opposer totalement. D'un côté, ceux qui épluchent les bilans comptables, de l'autre, ceux qui scrutent les graphiques. Mais est-ce qu'elles sont vraiment si incompatibles que ça? Finalement, tout ça se résume à deux questions bien distinctes.
L'analyse fondamentale, notre détective, se demande pourquoi est-ce que je devrais acheter cette entreprise? Est-ce qu'elle a une vraie valeur? Et l'analyse technique, le psychologue, se demande quel est le bon moment pour acheter ou vendre cette action? Quelle est la dynamique du marché en ce moment? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'approche la plus maligne, c'est souvent de combiner les deux. On utilise l'analyse fondamentale pour répondre à la question « quoi acheter ?», en sélectionnant des entreprises de qualité, et ensuite on utilise l'analyse technique pour répondre à « quand acheter ?», en essayant de trouver le meilleur point d'entrée possible. Voilà, on a maintenant 2 outils très puissants dans notre boîte, de quoi construire une stratégie d'investissement bien plus réfléchie et personnelle. Alors attention, un point très important, ni l'une ni l'autre de ces méthodes ne peut prédire l'avenir. Ce ne sont pas des boules de cristal. Leur véritable rôle, c'est de donner un cadre, une discipline pour prendre des décisions rationnelles et éviter de se laisser emporter par ses émotions. Donc, si on devait résumer les points essentiels à retenir, d'un côté, l'analyse fondamentale, avec le PER, nous aide à évaluer si une action est chère ou pas. De l'autre, l'analyse technique, avec des figures comme la tête-épaule, peut nous alerter sur des retournements de tendance. Et le plus efficace, bien souvent, c'est de marier le quoi et le quand. La prochaine fois qu'une idée d'investissement se présentera, la question ne sera peut-être plus « est-ce que je dois y croire ?», mais plutôt « qu'est-ce que les fondamentaux me disent et qu'est-ce que le graphique me montre ?» La réponse la plus complète se trouve sans doute quelque part entre les deux. Quand on s'intéresse un peu à la finance, il y a une institution sur laquelle on finit toujours par tomber, les banques centrales. Et pour une bonne raison, ce sont elles qui tirent les ficelles des marchés. Alors voyons un peu ensemble comment fonctionne ce jeu d'influence. C'est un paradoxe que beaucoup ont déjà dû remarquer. Les nouvelles économiques sont mauvaises, le chômage augmente, et pourtant, la bourse, elle, s'envole. Alors d'où vient cette déconnexion ? En fait, c'est parce que le marché boursier et l'économie ne regardent pas toujours dans la même direction ni au même moment. Cette idée, elle est parfaitement résumée par une célèbre boutade du prix Nobel Paul Samuelson. Il disait, avec beaucoup d'ironie, que la bourse avait prédit 9 des 5 dernières récessions. Autrement dit, elle a tendance à crier au loup bien plus souvent qu'il n'y a de danger réel. Ce n'est pas exactement une boule de cristal, quoi. Il faut bien comprendre une chose, la bourse essaye constamment d'anticiper l'avenir. Elle peut être super dynamique alors que l'économie stagne, tout simplement parce que les investisseurs parient sur une reprise qui arrivera plus tard. Et à l'inverse, elle peut complètement chuter en pleine euphorie économique si elle sent qu'un ralentissement se prépare. Le point crucial, c'est donc que la bourse regarde vers demain, pas vraiment vers aujourd'hui. Bon, alors, si ce n'est pas l'économie d'aujourd'hui qui dicte la tendance, qui est-ce qui mène vraiment la danse? Eh bien, la réponse, elle se trouve du côté des banques centrales. Oubliez un instant les résultats des entreprises ou même les grandes annonces des gouvernements. Sur les marchés, que ce soit les actions, les taux ou les monnaies, l'acteur le plus influent, de très loin, c'est la banque centrale. C'est elle et quasi elle seule qui donne le LA. Attention, toutes les banques centrales n'ont pas le même style, loin de là. D'un côté, on a la Fed américaine, la Réserve fédérale. Elle est réputée pour être rapide, agressive et elle n'hésite pas à donner de grands coups de volant sur ses taux. Et de l'autre, on a notre Banque centrale européenne, la BCE, beaucoup plus mesurée, presque rigide, avec une obsession quasi unique, maîtriser l'inflation. Et justement, cette obsession pour l'inflation, c'est vraiment la clé pour comprendre leurs actions. C'est le moteur de toute leur politique monétaire. Pour faire simple, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix qui vient grignoter le pouvoir d'achat. Pour les banques centrales, c'est l'ennemi public numéro 1. Leur mission principale, c'est de la maintenir autour de 2%. Assez pour éviter le danger de la déflation, mais pas trop pour que l'économie ne surchauffe. Alors, comment est-ce qu'elles s'y prennent? Leur arme principale, c'est ce qu'on appelle les taux directeurs. Imaginez une réaction en chaîne. Étape 1. La banque centrale augmente ce taux. L'argent devient donc plus cher à emprunter pour les banques. Étape 2, logiquement, les banques commerciales répercutent cette hausse sur leurs propres prêts. Le crédit devient donc plus coûteux pour tout le monde. Étape 3, comme emprunter coûte plus cher, les entreprises et les ménages, ils investissent et consomment moins. L'activité ralentit. Et enfin, étape 4, cette baisse de la demande, ça calme la pression sur les prix. Le mécanisme est simple, mais il est redoutablement efficace. Ok, on sait donc ce que les banques centrales combattent. Mais pour anticiper leurs actions, il faut regarder ce qu'elles-mêmes regardent. Et ça nous amène aux fameux chiffres qui font bouger les marchés. Et voilà le vrai secret. Quand les investisseurs analysent les chiffres du chômage ou de la production, leur but n'est pas tant de savoir si l'économie va bien ou mal en soi. Non, leur véritable objectif, c'est de deviner ce que la banque centrale va faire en réaction à ces chiffres. C'est un jeu de pure anticipation. Dans cette quête d'indices, il y a 2 types de données.
D'un côté, les statistiques dures, qui mesurent des faits concrets comme le PIB, de l'autre, les statistiques molles, qui sont en fait des enquêtes sur le moral des consommateurs ou des chefs d'entreprise. En période d'incertitude, ces dernières deviennent hyper importantes parce qu'elles peuvent signaler un retournement de tendance bien avant les chiffres durs. Ce chiffre-là, 50, c'est un seuil un peu magique pour les marchés. Il vient d'un indicateur très suivi, l'indice ISM américain. C'est simple, si l'indice passe au-dessus de 50, ça veut dire que l'industrie est en expansion. S'il passe en dessous, elle se contracte, et comme c'est l'un des premiers chiffres publiés chaque mois, il donne souvent le ton pour tout le monde. L'ISM, les créations d'emplois, le taux de chômage, l'inflation, voilà la petite liste de courses que les investisseurs du monde entier scrutent chaque mois. Et pourquoi spécifiquement ces chiffres américains? Tout simplement parce que c'est le tableau de bord de la banque centrale la plus puissante au monde, la Fed. Analyser les chiffres, c'est une chose. Mais il y a un autre jeu à comprendre, celui de la communication des banquiers centraux. Et là-dessus, croyez-moi, les règles ont radicalement changé. Pendant très longtemps, le dogme, c'était l'imprévisibilité. Les banques centrales pensaient que l'effet de surprise était leur meilleur atout. Mais tout a basculé en février 1994, quand une hausse de taux totalement inattendue de la Fed a provoqué un véritable chaos sur les marchés. Depuis ce jour, on est entré dans l'ère de la communication, de la transparence. Le discours d'un banquier central est devenu presque si important que ses actes. Cette petite phrase qu'on attribue à l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, elle résume parfaitement la philosophie de l'époque. L'ambiguïté était volontaire, elle était même cultivée. Aujourd'hui, une telle déclaration serait juste impensable. Les banquiers centraux cherchent au contraire à être le plus clair possible pour guider les marchés en douceur. Bon, alors si on récapitule tout ça, dans ce flot immense d'informations, sur quoi faut-il vraiment se concentrer pour décrypter le jeu des marchés? Finalement, tout revient un peu au même endroit. Il faut surveiller l'inflation, car c'est elle qui déclenche tout. Suivre les décisions sur les taux, parce que c'est l'arme principale. Écouter très attentivement les discours, car ils préparent les décisions de demain. Et surtout, il faut garder en tête ce fameux paradoxe. Une mauvaise nouvelle pour l'économie peut être une excellente nouvelle pour la bourse, si ça veut dire que la banque centrale va t'ouvrir les vannes du crédit. La question n'est donc plus seulement de savoir si l'économie va bien, mais plutôt, que va décider la banque centrale? Et on peut se demander si cette dépendance extrême à un seul acteur est vraiment un jeu sans risque sur le long terme. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est absolument essentiel, le calendrier des sociétés cotées. L'idée, c'est de transformer ce qui ressemble à un simple agenda en un véritable manuel stratégique pour l'investisseur. On se pose souvent la question, n'est-ce pas? On voit ces cours qui montent, qui descendent, et on a vite l'impression que tout ça, c'est un peu le fruit du hasard. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a une structure, un cadre très précis. La vie d'une entreprise en bourse est rythmée par des rendez-vous, des dates clés à ne surtout pas manquer. Comprendre ce tempo, c'est vraiment la première étape pour un actionnaire qui veut être bien organisé. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan de jeu en 3 temps. D'abord, on va parler du rythme de l'information. Ensuite, de comment faire entendre sa voix en tant qu'actionnaire. Et enfin, on verra comment suivre les mouvements d'argent. Allez, c'est parti. Première stratégie donc, maîtriser le flux d'infos. Parce que oui, être coté en bourse, ça vient avec tout un tas d'obligations. Le droit à l'information des actionnaires, c'est quelque chose de très encadré. Et là, il y a un débat de fond super intéressant sur la fréquence de cette information. Aux États-Unis, c'est publication tous les trimestres. Ça rend le marché hyper réactif, c'est vrai, mais ça peut aussi pousser les dirigeants à ne voir que le bout de leur nez. En Europe, l'obligation est semestrielle, ce qui laisse plus de champ pour les stratégies à long terme. L'exemple parfait, c'est Michelin, qui a toujours dit que c'est ça qui leur a permis d'investir massivement bien avant leurs concurrents américains. Et attention, je n'ai pas un petit débat de spécialistes. Quand une figure comme Larry Fink, le patron de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, martèle ce message, c'est que la pression du court-termisme est un vrai sujet, potentiellement néfaste pour les entreprises. Bon alors, concrètement, quelles sont les dates à avoir en tête? C'est un peu la feuille de route de l'année. Pour une entreprise classique qui clôture ses comptes au 31 décembre, on a d'abord le chiffre d'affaires annuel, recommandé fin février. Ensuite, le gros morceau, le rapport financier annuel complet, doit arriver avant fin avril. Et enfin, le rapport semestriel doit être publié avant fin septembre. Mais attention, la vie boursière n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il y a un grain de sable qui vient tout gripper, c'est l'alerte sur résultat, le fameux profit warning. Une entreprise n'a pas le droit d'attendre la date officielle si elle sait qu'une très mauvaise nouvelle se prépare. Elle doit prévenir le marché, et vite. Et pour comprendre la violence de l'impact que ça peut avoir, regardez ce chiffre. Le 25 octobre 2023, le titre Worldline, après une alerte, a dévissé de presque 60%, en une seule journée.
C'est tout simplement la plus grosse chute de l'histoire du CAC 40 sur une séance. Ça vous donne une idée de la puissance de ces annonces imprévues. Ok, passons à la deuxième stratégie. Maintenant qu'on a le rythme des infos, voyons comment on peut, en tant qu'actionnaire, participer activement. Et pour ça, l'arène principale, c'est l'Assemblée générale, l'AG. Alors là, il y a un détail technique, mais qui change tout. La manière dont les actions sont détenues. Soit elles sont au nominatif, et là, l'entreprise connaît directement son actionnaire, qui reçoit donc automatiquement sa convocation à l'AG. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, elles sont au porteur. Là, elles sont chez un courtier, et c'est à l'actionnaire de faire la démarche pour être tenu au courant et pouvoir participer. Donc, pour un détenteur d'actions au porteur, la procédure est assez simple, mais il faut être proactif. Étape 1, on repère la date de l'AG. Étape 2, on demande à son courtier une carte d'admission ou une attestation. Et après, soit on se déplace pour voter sur place, soit on le fait à l'avance par Internet ou par courrier. Le vote, ce n'est pas juste un droit, c'est un vrai pouvoir. Imaginons un instant un actionnaire qui possède un peu plus d'un tiers des droits de vote. 34%, ça semble minoritaire, non ? Eh bien, détrompez-vous, lors d'une assemblée générale extraordinaire, celle où on vote les décisions les plus importantes, comme une augmentation de capital, il faut une majorité des 2/3. Donc, avec ces 34%, notre actionnaire détient ce qu'on appelle une minorité de blocage. À lui tout seul, il peut dire non et bloquer toutes ses résolutions stratégiques. C'est énorme. On arrive à notre troisième et dernière stratégie, celle qui touche au nerf de la guerre, l'argent. Comment une entreprise lève des fonds et à l'inverse, comment elle récompense ses actionnaires ? Quand une entreprise a besoin d'argent frais, une des solutions, c'est l'augmentation de capital. Sauf que pour les actionnaires qui sont déjà là, ça représente un risque qui a un nom, la dilution. En gros, s'ils ne remettent pas au pot, leur part du gâteau va diminuer. Prenons un exemple simple. Disons qu'un actionnaire possède 10% d'une entreprise. C'est sa situation de départ. Maintenant, l'entreprise émet de nouvelles actions. Si notre actionnaire ne participe pas, le nombre total d'actions augmente, mais pas le sien. Mécaniquement, sa part dans l'entreprise, et donc dans les futurs bénéfices, se réduit. Elle peut passer, par exemple, de 10% à seulement 8%. Voilà la dilution. Heureusement, il existe un bouclier pour se protéger de ça, le droit préférentiel de souscription, le fameux DPS. Chaque action détenue donne un DPS et ce DPS donne la priorité pour acheter les nouvelles actions. C'est l'outil qui permet de maintenir son pourcentage dans le capital. Mais bien sûr, une entreprise ne fait pas que demander de l'argent, elle en rend aussi. Le moyen le plus connu, c'est le dividende en cash, bien sûr. Mais il y a aussi les rachats d'actions. L'entreprise utilise sa trésorerie pour racheter ses propres titres en bourse, ce qui augmente la valeur des actions qui restent. Et enfin, il y a la distribution d'actions gratuites, qui est souvent un signal de grande confiance en l'avenir. Et voilà, on a fait le tour de nos 3 stratégies clés. On va résumer rapidement les points essentiels à retenir de ce petit manuel. En fin de compte, l'important, c'est d'être un actionnaire actif et bien informé. Donc 1. Maîtriser le calendrier des publications. 2. Comprendre que le vote en AG, ce n'est pas du folklore, c'est un vrai levier de pouvoir. Et 3. Suivre les flux financiers pour bien anticiper les opérations sur le capital et ce qu'elles impliquent. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question de fond. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des investisseurs activistes, des agences de conseil qui décortiquent chaque résolution, quelle est la place de l'actionnaire individuel ? Est-ce que son pouvoir est renforcé dans ce nouvel écosystème ou est-ce qu'au contraire, il se retrouve un peu plus marginalisé ? C'est une excellente question et elle reste ouverte. Alors, comment ça se passe la vie d'une entreprise en bourse ? Eh bien, c'est un peu comme une vie humaine. Une entreprise, ça naît, ça se bat, et parfois, ça disparaît des marchés. Plongeons ensemble dans les coulisses de ce cycle assez fascinant. Naissance, mariage et même divorce, oui, cette métaphore est parfaite pour décrire le parcours d'une boîte en bourse. C'est un chemin qui finalement ressemble beaucoup à nos vies. Il est rempli de hauts, de bas, et surtout de moments absolument décisifs. Alors, commençons par le début. La naissance. Et dans le monde de la finance, la naissance, c'est l'introduction en bourse, ce qu'on appelle aussi une IPO pour Initial Public Offering. L'IPO, c'est vraiment la grande première, le baptême du feu d'une entreprise sur le marché. Mais attention, son succès tient à un fil, un équilibre hyper fragile. Trouver le juste prix. Si c'est trop cher, personne n'achète. Et si ce n'est pas assez cher, eh bien l'entreprise laisse potentiellement des millions sur la table. C'est tout un art. Il faut bien comprendre une chose, toutes les introductions en bourse ne se ressemblent absolument pas. D'un côté, on a la jeune start-up tech qui a besoin de cash pour grandir vite. De l'autre, la privatisation d'un géant d'État qui, lui, s'adresse à des millions de petits épargnants.
C'est pas du tout la même échelle, ni les mêmes enjeux. Et le risque dans tout ça, il est bien réel. On n'a qu'à regarder l'histoire de Natixis pour s'en convaincre. C'est l'exemple parfait. À l'époque, ça a été vendu comme un placement de père de famille, super sûr. Au final, un véritable désastre financier pour des millions de gens qui avaient simplement fait confiance à leur banque. Bon, après la naissance, place à l'action et parfois au drame. C'est le moment du mariage et parfois du divorce. On entre dans le monde impitoyable des OPA, les fameuses offres publiques d'achat. Une offre publique, en gros, c'est une entreprise qui essaye d'en racheter une autre. Simple, non? Eh bien, pas tant que ça, parce que c'est la manière de faire qui change absolument tout. Est-ce qu'on va assister à un mariage consenti ou à une bataille rangée? Voilà, c'est ça. D'un côté, on a l'offre amicale, le fameux mariage où les deux directions se sont mises d'accord, et de l'autre, l'offre hostile. Là, c'est carrément un mariage forcé, une déclaration de guerre où l'acheteur passe par-dessus la direction pour s'adresser directement aux actionnaires. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pour les actionnaires de l'entreprise qui se fait attaquer, une bataille comme ça, c'est souvent le scénario de rêve. Pourquoi? Parce que pour les convaincre de vendre, l'acheteur doit offrir une prime, c'est-à-dire payer beaucoup plus que ce que vaut l'action en bourse. Et alors, si un deuxième acheteur se pointe, là c'est le jackpot. Les enchères s'envolent et les actionnaires se frottent les mains. L'exemple parfait de ça, c'est la bataille pour le Club Med. C'était il y a quelques années, les offres et les contre-offres se sont enchaînées, et au final, le prix de vente a grimpé de 45% par rapport à la première offre sérieuse. Imaginez, pour les actionnaires, c'était une victoire, mais alors une victoire écrasante. Voilà, pour les batailles. Passons maintenant au dernier chapitre de cette vie publique, la sortie. Le moment où l'entreprise quitte la bourse, ce qu'on appelle le retrait de la cote. Alors, pourquoi une entreprise quitte la bourse ? Il y a plein de raisons. Parfois, c'est la fin de l'histoire, la faillite, tout simplement, mais souvent c'est un choix stratégique. Par exemple, un nouveau proprio qui a racheté la boîte veut le contrôle total, ou alors la direction estime que être coté en bourse coûte trop cher et n'apporte plus assez. Bref, que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ok, mais une question se pose. Que deviennent les petits actionnaires qui restent? Ceux qui sont un peu laissés pour compte. Heureusement, la loi les protège. Il y a tout un processus structuré qui leur garantit une dernière chance de vendre leurs actions, et ce à un prix jugé équitable. L'histoire d'EDF, c'est un peu l'exemple qui boucle la boucle, mais de manière assez cruelle. Imaginez, l'entreprise est introduite en bourse en grande pompe, à 32 € l'action. Et des années plus tard, l'État, son actionnaire principal, la retire de force de la cote pour seulement 12 €. Pour ceux qui étaient là depuis le début, on imagine le goût amer. Donc voilà, on a fait tout le tour, de la naissance à la sortie. Mais au fond, ça laisse une question en suspens. Dans tous ces jeux de pouvoir, ces jeux d'argent, à la fin, qui a vraiment la main gagnante? Est-ce que ce sont les fondateurs, les dirigeants ou les milliers d'actionnaires? Et si le secret pour bien investir, ce n'était pas seulement de dénicher les meilleures actions, mais surtout de savoir comment les assembler? Aujourd'hui, on va voir comment construire un portefeuille vraiment intelligent, où chaque élément a un rôle bien défini. C'est la question qui fâche. On a tous connu ou entendu parler de cette expérience hyper frustrante. On choisit des actions qui semblent excellentes sur le papier, et pourtant, elles chutent tout en même temps. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que le vrai secret n'est pas dans la sélection individuelle. La clé, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la diversification consciente. Il faut oublier l'idée de simplement collectionner des noms d'entreprises. Non, il s'agit d'aller plus loin, de comprendre la personnalité de chaque action et son comportement sur le marché. Bon alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, par les fondations. Il y a 2 critères de base pour commencer à organiser tout ça intelligemment, la taille de l'entreprise et son secteur d'activité. Le premier réflexe, c'est de regarder la taille de l'entreprise, ce qu'on appelle sa capitalisation boursière. Pourquoi c'est important? Parce que ça change absolument tout. La facilité avec laquelle on peut acheter ou vendre les actions, son poids sur le marché et même la quantité d'informations qu'on peut trouver à son sujet. Concrètement, on peut ranger les entreprises dans 3 grandes familles. Il y a les grandes caps, les poids lourds du marché, souvent sur le SRD, ce qui veut dire qu'elles sont très liquides, super faciles à échanger. Ensuite, les mid caps, qui restent aussi très accessibles. Et puis, attention, il y a les small caps. Là, le marché est plus étroit. Elles sont souvent cotées seulement 1 ou 2 fois par jour, au fixing. Donc, il faut être un peu plus patient et vigilant pour faire ces opérations. Et justement, qui dit marché étroit dit risque de manipulation. L'auteur nous met en garde contre une technique bien connue, celle de la bouilloire. Le principe est simple. Des gens mal intentionnés achètent en masse une petite valeur pour faire monter le prix artificiellement. Ils créent du buzz autour et quand d'autres investisseurs se ruent dessus, ils revendent tout d'un coup. Le cours s'effondre et les derniers arrivés sont piégés. Donc prudence maximale sur ces petites valeurs. Deuxième couche de diversification, la plus connue, mais elle est fondamentale, la diversification par secteur. L'idée est toute simple, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Quand la technologie traverse une mauvaise passe, l'agroalimentaire, lui, peut très bien se porter. En mélangeant les industries, on installe en quelque sorte des amortisseurs dans son portefeuille. Maintenant, allons un peu plus loin. On a vu la carte d'identité de l'action, sa taille, son secteur. Intéressons-nous maintenant à son comment, à sa personnalité. Comment est-ce qu'elle se comporte sur le marché? D'un côté, on a les sprinters du marché, les valeurs de croissance. Ce sont ces entreprises qui grandissent beaucoup plus vite que l'économie en général. On paie souvent un prix élevé pour les acquérir parce qu'on paraît gros sur leur succès futur. Et à l'opposé complet, on a les marathoniens, les valeurs défensives. Leur objectif, ce n'est pas la performance explosive, c'est la stabilité, l'endurance. Pensez à l'alimentation, la santé. Elles tiennent mieux la route pendant les tempêtes économiques, même si elles sont moins spectaculaires quand tout va bien. Pour mesurer ce caractère, il existe un outil très pratique, le bêta. C'est un chiffre qui mesure tout simplement la nervosité d'une action par rapport au mouvement du marché dans son ensemble. Alors, comment ça se lit? C'est simple. Une action avec un bêta supérieur à 1, on dit qu'elle est offensive. Elle va amplifier les mouvements du marché. Quand ça monte, elle monte plus fort. Mais attention, quand ça baisse, elle baisse plus fort aussi. A l'inverse, un bêta inférieur à 1, c'est une action défensive. Elle va amortir les mouvements. C'est un arbitrage constant entre le potentiel de gain et le niveau de risque. Et pour compléter ce tableau, il y a les valeurs cycliques. Elles, ce sont les baromètres de l'économie. Pensez à l'automobile, au BTP. Quand l'économie est en pleine forme, elles cartonnent. Mais elles sont aussi les premières à souffrir quand la conjoncture se retourne. Avec elles, le timing, c'est vraiment la clé. Ok, maintenant qu'on sait un peu mieux classer les actions, la question d'après, c'est comment on les choisit. Et là, on ne parle plus juste de diversification, on parle de véritable philosophie d'investissement. Il y a principalement deux grandes écoles. D'un côté, les investisseurs grosses. Eux, ce sont des chasseurs de futur. Ils cherchent la prochaine pépite et sont prêts à payer le prix pour un potentiel de croissance explosif. De l'autre côté, on a les investisseurs value. Eux, ce sont plutôt des chasseurs de trésors. Ils cherchent des entreprises solides, mais que le marché a un peu oubliées ou sous-évaluées, en attendant qu'on reconnaisse leur juste valeur. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on doit absolument choisir son camp? Être un fan de croissance ou un dénicheur de bonnes affaires? Ou est-ce qu'il y aurait une troisième voie, un moyen de réconcilier tout ça? Eh bien oui, il y en a une et elle a un nom. L'approche GARP, pour Growth at a Reasonable Price. En français, la croissance à un prix raisonnable. C'est une approche qui cherche le meilleur des deux mondes. Identifier des boîtes qui grandissent, mais sans les surpayer. C'est le potentiel du gros avec la discipline du value. Pour faire ça, les investisseurs utilisent un outil qui s'appelle le ratio PEG. C'est assez malin. On prend le ratio cours sur bénéfice, qui nous donne une idée du prix de l'action, et on le divise par le taux de croissance des bénéfices attendus. Si le résultat, le PEG, est inférieur à 1, ça peut vouloir dire qu'on a trouvé une action en croissance, mais à un prix potentiellement intéressant. Toutes ces catégories, toutes ces stratégies, au fond, elles convergent vers un seul et même but. Arrêter de subir le marché et commencer à le comprendre, pour construire son portefeuille de manière vraiment consciente et délibérée. Et ça nous amène au message peut-être le plus important. Il n'existe pas de portefeuille parfait ou de formule magique. La construction d'un portefeuille, c'est avant tout une histoire de compromis, un équilibre personnel à trouver entre la recherche de performance et le besoin de sécurité. Du coup, chaque décision d'investissement devrait être guidée par quelques questions toutes simples. Est-ce que le contexte est bon? Quel est le potentiel réel de cette action et sur quoi elle repose? Et surtout, comment cette nouvelle pièce du puzzle va-t-elle changer l'équilibre global de mon portefeuille et mon niveau de risque? Au final, le meilleur portefeuille, ce n'est pas forcément celui qui a la meilleure performance sur le papier. C'est celui qu'on a construit en pleine conscience. Un portefeuille dont on comprend la logique, les forces et dont on a choisi les risques. Et c'est vraiment là que se trouve la clé d'un investissement plus serein et plus intelligent. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part en exploration, à la découverte d'un territoire financier immense mais finalement assez méconnu. On va explorer ce qu'on pourrait appeler le grand continent des obligations. Quand on dit bourse, on pense tout de suite action, n'est-ce pas? Eh bien, cette citation, elle vient tout de suite bousculer cette idée reçue. Elle nous dit « Attention, le monde des obligations est en fait bien plus vaste ». Allez, c'est parti pour la visite guidée. Il faut vraiment s'imaginer les obligations non pas comme un produit financier parmi d'autres, mais comme un continent entier qui attend d'être exploré. Un continent qui est même plus grand que celui des actions qu'on croit pourtant si bien connaître. Et quand on parle de taille, les chiffres donnent le vertige. Le marché obligataire est tout simplement colossal, il éclipse le marché des actions. Alors comment ça se fait? C'est simple, il n'y a pas que les entreprises qui ont besoin d'argent. Les États, les collectivités, ce sont des emprunteurs gigantesques. Bon, avant d'aller plus loin dans notre exploration, il y a une distinction fondamentale à bien comprendre.
Posséder une action ou posséder une obligation, ce sont deux choses complètement différentes. Voilà, c'est ça la différence clé. D'un côté, avec une action, on est un peu comme un associé de l'entreprise. On est propriétaire. On prend des risques, on espère des bénéfices, mais rien n'est garanti. De l'autre côté, avec une obligation, on est le banquier. On prête de l'argent et en échange, on a une promesse. Celle d'être remboursé à une date précise avec des intérêts fixes en prime. Ce n'est vraiment pas la même philosophie d'investissement. Bien sûr, comme dans toute grande expédition, il y a des dangers sur la route. Et le continent des obligations ne fait pas exception à la règle. On va se concentrer sur les 3 risques principaux qu'il faut absolument avoir en tête. Le premier danger, le plus évident, c'est le risque de faillite. Que se passe-t-il si l'emprunteur ne peut plus rembourser? C'est le risque de défaut. Petite consolation tout de même, en cas de liquidation de l'entreprise, les détenteurs d'obligations sont remboursés avant les actionnaires. Mais bon, ça reste une situation à éviter à tout prix. Le deuxième risque est plus insidieux, c'est l'inflation. C'est l'ennemi silencieux qui vient grignoter la valeur de l'argent. Comme les paiements d'une obligation sont fixes, si les prix augmentent, eh bien le pouvoir d'achat de ce qu'on reçoit diminue. Le capital remboursé à la fin vaudra, en termes réels, moins qu'au départ. Et enfin, le troisième grand risque, c'est celui lié au taux d'intérêt. Imaginez si les taux d'intérêt sur le marché montent. Les nouvelles obligations qui seront émises paieront mieux. Du coup, une vieille obligation avec son taux plus faible devient moins intéressante. Si on veut la revendre avant sa date de fin, il faudra accepter de la vendre moins cher. Mais attention, il ne faut pas voir le tableau tout en noir. Malgré ces 3 risques, les obligations apportent quelque chose de très précieux, de la visibilité. On connaît à l'avance la rémunération et la date de remboursement. On sait où on va. C'est cette prévisibilité qui les rend, en général, bien moins volatiles et plus sûres que les actions. Allez, on continue notre voyage. Maintenant qu'on connaît les règles de base et les dangers, on va s'aventurer dans les différentes régions de ce continent, des plus tranquilles aux plus exotiques. D'abord, un petit mot de vocabulaire indispensable pour la suite, le coupon. C'est tout simplement l'intérêt, la rémunération fixe que l'on touche chaque année. Pour la petite histoire, le nom vient de l'époque où les titres étaient en papier et il fallait littéralement détacher un petit coupon pour aller chercher son paiement. Alors là, attention, voici le concept le plus important pour s'y retrouver, le taux actuariel. C'est le seul vrai thermomètre du rendement d'une obligation. Pourquoi? Parce qu'il prend tout en compte, le prix auquel on a acheté l'obligation, les coupons qu'on va recevoir et le remboursement final. C'est le rendement réel, de A à Z. Et c'est pour ça que c'est l'unique, je dis bien l'unique, moyen fiable pour comparer des obligations différentes entre elles. Concrètement, on trouve 2 grandes familles. D'un côté, les obligations d'État, en général c'est ce qu'il y a de plus sûr, mais du coup le rendement est assez modeste. De l'autre, les obligations d'entreprise. Le risque est plus élevé, ça dépend de la santé de l'entreprise, mais en contrepartie, le rendement potentiel est bien meilleur. Et là, une question se pose. Ne serait-il pas possible d'avoir le meilleur des 2 mondes, la sécurité d'une obligation et le potentiel de performance d'une action? Eh bien, la réponse existe et elle est assez fascinante. C'est l'obligation convertible. C'est un produit financier hybride. À la base, c'est une obligation tout à fait normale, mais elle embarque une option très spéciale, le droit de l'échanger, si on le souhaite, contre des actions de l'entreprise. Ce qui est génial, c'est qu'à la fin, le choix est très simple. C'est un calcul pur et simple. Soit la valeur des actions qu'on peut obtenir est plus élevée que le montant du remboursement de l'obligation, et dans ce cas on convertit, soit ce n'est pas le cas, et on se contente de récupérer son capital. Simple. C'est ça qu'on appelle l'effet parachute. Si jamais le cours de l'action s'effondre, la valeur de l'obligation convertible, elle, ne va pas s'effondrer de la même manière. Sa partie obligation agit comme un plancher, un filet de sécurité qui amortit la chute. On approche maintenant de la fin de notre expédition et une question cruciale se pose. Est-ce que cet immense continent est vraiment accessible pour un explorateur non professionnel? Et là, la citation tirée de notre source est plutôt directe. Elle nous dit que le monde des obligations est en réalité effroyablement compliqué et technique, un sport de professionnels. Ça donne le temps. Et en pratique, les obstacles sont nombreux. Il est très difficile d'acheter des obligations au moment de leur émission, les tickets d'entrée sont souvent très élevés et gérer activement un portefeuille d'obligations, c'est un vrai métier, sans compter que beaucoup d'opportunités ne sont même pas cotées en bourse. La conclusion est donc assez logique. Pour la plupart des épargnants, la voie la plus simple et la plus sûre pour investir sur ce continent, c'est de passer par des véhicules gérés par des professionnels. On pense notamment aux contrats d'assurance vie ou aux fonds d'investissement, qu'on appelle en France des OPCVM.
Ce qui nous amène à la question finale de cette exploration. Faut-il tenter l'aventure en solitaire sur ce continent si vaste et complexe, ou est-il plus sage de se joindre à une expédition menée par des guides expérimentés? Voilà une réflexion essentielle avant de se lancer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part en exploration dans l'univers des fonds d'investissement. Un monde qui, c'est vrai, peut parfois ressembler à une galaxie immense et un peu intimidante. Notre mission, si on l'accepte, vous donner une carte pour vous y retrouver. C'est la grande question, n'est-ce pas? On entend parler de la bourse, des actions, des obligations, mais concrètement, par quel bout on prend les choses? Se lancer seul à l'assaut des marchés, ça peut paraître une montagne. Et ce sentiment d'être un peu perdu au début, il est tout à fait normal. Et c'est normal, parce que la finance, c'est vraiment une galaxie. Elle est remplie d'opportunités, de belles étoiles qui peuvent rapporter gros, mais forcément on a aussi peur des trous noirs, les arnaques bien sûr, mais aussi tout simplement les mauvais placements qui pourraient engloutir une partie de nos économies. Alors comment on fait pour s'orienter là-dedans? Comment faire les bons choix sans que ça devienne un travail à plein temps? Eh bien, la solution la plus simple, c'est de ne pas partir en solo. C'est de rejoindre un équipage, en quelque sorte. D'embarquer dans un vaisseau qui est déjà piloté par des professionnels. C'est tout le principe de ce qu'on appelle la gestion collective. L'union fait la force. Et ces vaisseaux, justement, ce sont les fonds d'investissement. Allez, on va regarder d'un peu plus près comment ça fonctionne et surtout qui est aux commandes. Le mot un peu technique à connaître, c'est OPCVM. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache une idée toute simple en fait. Des pros, des gérants, rassemblent l'argent de plein d'épargnants pour l'investir dans des dizaines, parfois même des centaines d'actions ou d'obligations différentes. En gros, c'est la diversification à portée de tous. On entendra souvent parler de deux grandes familles, les SICAV et les FCP. Bon, pour la petite histoire, l'une est une société, l'autre une copropriété. Mais très honnêtement, pour l'épargnant au jour le jour, la différence est minime. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont juste deux véhicules qui nous amènent à la même destination, l'investissement collectif. Bon, maintenant qu'on est à bord du vaisseau, il nous faut un instrument de navigation, une boussole pour savoir où l'on va et ne pas naviguer à l'aveugle. Et ça tombe bien, cet outil existe et il est même obligatoire. Il s'appelle le DCI, le document d'information clé pour l'investisseur. C'est tout simplement la carte d'identité de chaque fonds. C'est un document hyper standardisé, de 2 ou 3 pages seulement, qui résume tout. La stratégie du fonds, ses risques et surtout ses frais. C'est vraiment le document à lire avant de prendre la moindre décision. L'un des éléments les plus importants du DICI, c'est cette fameuse échelle de risque, qui va de 1 à 7. Le principe est simple, et il faut bien l'avoir en tête, on ne peut pas espérer un rendement élevé sans prendre risque élevé. Ce chiffre, c'est donc un excellent moyen de vérifier si le fonds correspond bien à son propre profil d'investisseur. Un autre point, absolument crucial dans le DCI, les frais. On peut voir ça comme le frottement qui ralentit notre vaisseau. Il y a les frais pour entrer, parfois pour sortir, les frais de gestion qui courent chaque année, et de temps en temps une commission de performance pour le gérant. Tout ça, ça vient grignoter la performance finale, donc il est vital de bien les regarder et de les comparer. Ah, la voilà, la phrase qu'on retrouve partout dans la finance. C'est bien plus qu'une simple mention légale, c'est une règle d'or. Un fonds qui a super bien marché l'année dernière pourrait très bien décevoir l'année prochaine. Les performances passées sont une indication, jamais une garantie. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé des fonds où un gérant essaye activement de faire mieux que le marché, de le battre. Mais il y a une autre philosophie, une autre voie, qui a connu une croissance mais absolument exponentielle ces dernières années. Ce sont les trackers, qu'on appelle aussi ETF. Là, l'objectif est totalement différent. Au lieu d'essayer de faire mieux qu'un indice, comme le CAC 40, le but c'est de faire exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle la gestion passive. Et autre grosse différence, ils s'achètent et se vendent en bourse en continu toute la journée, comme une action classique. On a donc vraiment deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, les fonds actifs, avec un gérant qui tente de surperformer le marché, ce qui justifie des frais de gestion plus élevés, et de l'autre, les trackers, qui se contentent de répliquer ce marché, ce qui permet d'avoir des frais très très bas. Et ça se voit même dans la façon de les échanger, une seule fois par jour pour les fonds classiques, alors que les ETF, c'est non-stop. Si les trackers sont devenus si populaires, c'est qu'ils ont des avantages assez clairs. Ils sont hyper simples à acheter et à vendre. Les frais de gestion sont souvent ridicules, parfois moins de 0,5% par an, alors que pour les fonds actifs, on peut dépasser les 2%. Et en plus, ils donnent accès en un clic à n'importe quel marché du monde, du Japon au Brésil. Et voilà, on a maintenant les bases pour commencer notre exploration. Alors avant de lancer la fusée de l'investissement, résumons les toutes dernières vérifications à faire. Allez, la checklist finale. Premièrement, bien se connaître. Quel niveau de risque est-on prêt à accepter? C'est la base de tout. Deuxièmement, lire, et je dis bien lire, ce fameux DCI.
c'est non négociable. Troisièmement, comparer les frais. C'est le nerf de la guerre, ça peut tout changer sur le long terme. Et enfin, quatrièmement, choisir sa stratégie, son camp. Est-ce qu'on fait confiance à un gérant pour battre le marché ou est-ce qu'on préfère simplement suivre sa performance ? Finalement, tout ce voyage dans la galaxie financière se ramène peut-être à cette question de philosophie. Préfère-t-on être un pilote de chasse qui tente des manœuvres audacieuses pour surperformer ou le passager d'un immense vaisseau de ligne qui suit une trajectoire connue et stable ? La question, elle, reste ouverte. Bon, acheter une action et puis attendre qu'elle monte, c'est un peu la stratégie de base en investissement. On est d'accord. Mais imaginez un instant si on pouvait faire exactement l'inverse. Parier sur sa chute. Ou encore si on pouvait démultiplier ses gains, quitte à prendre le risque de tout perdre en une fraction de seconde. Allez, accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va explorer l'autre visage de la bourse, celui de l'investissement spéculatif. Alors, la réponse est un grand oui. Et ça nous ouvre les portes d'un univers financier que, franchement, peu de gens connaissent vraiment. Un monde où on peut, en théorie, profiter d'un marché qui monte, qui baisse ou même qui fait du surplace. D'un côté, on a l'investissement classique, celui qui mise sur la croissance sur le long terme. De l'autre, on trouve des stratégies bien plus agressives qui cherchent à capitaliser sur la moindre petite fluctuation de prix, peu importe la direction. Et pour faire ça, il faut des outils. Des outils beaucoup plus complexes. Et le nom de ces fameux outils ? Les produits dérivés. Ok, le nom est un peu barbare, mais ça veut dire une chose très simple. Leur valeur ne sort pas de nulle part. En fait, elle dérive de la valeur d'autre chose. Un actif bien réel qu'on va appeler le sous-jacent. Pensez au sous-jacent comme au moteur d'une voiture. Le produit dérivé, c'est la voiture elle-même. La voiture ne peut aller nulle part sans son moteur. Eh bien, c'est pareil ici. La valeur d'un produit dérivé dépend entièrement des mouvements de son moteur, que ce soit une action, un indice comme le CAC 40 ou même le cours de l'or. Et ça, c'est la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Premier outil qu'on croise sur notre chemin, le SRD, pour service à règlement différé. Pensez-y comme une porte d'entrée vers un concept à la fois surpuissant et extrêmement dangereux, l'effet de levier. Le principe est assez simple, mais ses conséquences, elles, sont énormes. Le SRD permet de prendre une position sur une action sans avoir à tout payer immédiatement. On dépose juste une petite partie de la somme, une sorte de garantie, et l'effet de ça, c'est qu'on se retrouve à contrôler une valeur bien plus grande que notre mise de départ. En gros, on multiplie sa force de frappe. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'amplification. Avec seulement 600 € d'immobilisé, une hausse de 15% de l'action se transforme en un gain de 450 €. Ça fait un rendement de 75% sur la mise initiale. C'est ça, la magie, si on veut, de l'effet de levier. Mais évidemment, cette magie a un côté beaucoup plus sombre. L'effet de levier, c'est vraiment l'arme à double tranchant par excellence. Ici, on parie sur la baisse. Manque de peau, le marché monte d'à peine 20%. Et la perte est de 600 €. La totalité de la mise de départ, hop, elle s'est volatilisée, effacée. Et attention, ce n'est même pas le pire scénario. Si la perte avait été encore plus grande, le courtier aurait déclenché ce qu'on appelle un appel de marge. En clair, une demande de verser plus d'argent et tout de suite pour combler le trou. C'est ça le vrai grand danger. Le risque n'est pas limité à la mise de départ. On peut perdre bien plus que ce qu'on a investi. Bon, après le levier, on monte encore d'un cran en complexité avec les options. Et là, on change complètement de monde. Le but n'est plus vraiment d'investir dans l'avenir d'une entreprise. Non, là, on est dans la spéculation pure et dure, un pari direct sur les mouvements de son cours. Pour pouvoir jouer avec les options, il faut d'abord payer une sorte de ticket d'entrée. Ce ticket, on l'appelle la prime. Et pour celui qui achète l'option, c'est une sécurité incroyable. Le pire qui puisse arriver, c'est de perdre le prix de ce ticket. Le risque est connu et limité dès le départ. En gros, il y a 4 mouvements de base. Si on achète une option, que ce soit un call pour parier sur la hausse ou un put pour parier sur la baisse, on sait exactement combien on risque de perdre au maximum, le puits de notre ticket. Par contre, si on se place du côté du vendeur, là, tout change. On encaisse le ticket, certes, mais on s'expose à un risque qui, dans certains cas, peut être tout simplement illimité. C'est là que le jeu devient vraiment très dangereux. Il existe une version un peu plus simple, plus accessible pour les particuliers, ce sont les warrants. Le principe est le même que les options, mais avec une sécurité qui change tout. On ne peut que les acheter. Impossible de les vendre à découvert, et ça élimine le scénario cauchemardesque des pertes illimitées. On continue de s'enfoncer dans le territoire du très haut risque. On va maintenant aborder les certificats et les CFD. Ce sont des noms qu'on voit partout, des instruments qui sont devenus très populaires et qui sont redoutablement dangereux.
Parmi tous les certificats, le turbo est sans doute le plus emblématique. Et son nom dit absolument tout, il est conçu pour la vitesse, pour l'instantanéité, et il offre un effet de levier extrême sur de très courtes périodes. La règle du jeu du turbo, elle tient en un seul concept, la barrière désactivante. C'est un niveau de prix, une sorte de ligne rouge à ne jamais franchir. Si le cours de l'actif touche cette ligne, ne serait-ce que pendant 1 milliseconde, c'est fini, l'investissement tombe à zéro, instantanément, c'est un vrai coup près. Regardez cet exemple, c'est assez parlant. Le CAC 40 gagne à peine 1,4% et la valeur du turbo, elle double, 100% de gain. C'est spectaculaire. Mais si à un moment l'indice touche juste cette fameuse barrière, même s'il remonte juste après, c'est trop tard. Perte totale. Le résultat est quasiment toujours binaire, soit tout, soit rien. Et pour finir, les CFD, pour Contracts for Difference. Avec les CFD, on ne détient jamais l'actif. Jamais. On parie juste sur la variation de son prix. L'effet de levier est massif, on dépose très peu, mais comme avec le SRD, le gros risque, c'est que les pertes peuvent largement dépasser cet investissement initial. Bon, maintenant qu'on a exploré tous ces outils, il est temps de revenir à la réalité, de regarder les choses en face. Que nous disent les données, les vraies, sur les performances des particuliers qui s'aventurent sur ce terrain ? 89%. Alors, ce chiffre, il sort d'une étude très sérieuse de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse en France. Et leur conclusion, elle est sans appel. Sur près de 15 000 clients étudiés, presque 9 sur 10 ont perdu de l'argent en touchant au CFD et au Forex. Et la perte moyenne, attention, près de 11 000 € par personne. Mais le plus troublant, c'est peut-être ça. L'étude montre qu'il n'y a pas d'effet d'apprentissage. Au contraire, plus un client réalise de transactions, plus ses pertes ont tendance à être importantes. En clair, l'expérience ne semble pas du tout aider. Face à ces constats alarmants, les régulateurs européens ont dû agir. Cet avertissement est désormais obligatoire sur toutes les plateformes qui proposent des CFD. Ça confirme bien que ce risque très élevé de perte est une caractéristique fondamentale de ces produits pour les particuliers. Tout ça nous amène à la question finale. Ces instruments, avec leur effet de levier, leur complexité, sont-ils de vrais outils réservés à une poignée de spécialistes capables de maîtriser des risques énormes, ou bien sont-ils, pour la grande majorité des gens, une simple illusion de gain rapide qui mène le plus souvent à la perte ? La réponse, on dirait bien, se trouve dans les chiffres. Bonjour à tous, on va plonger ensemble dans le maquis, soyons honnêtes, de la fiscalité des placements en France. L'idée, c'est de tout démystifier pour y voir plus clair. Bon, c'est une citation qui fait un peu grincer les dents, non? Mais en vrai, elle dit quelque chose d'important. Le but du jeu, ce n'est pas de ne pas payer d'impôts du tout, mais de payer ce qu'on doit de manière intelligente et optimisée. Alors, un petit avertissement avant de commencer. On va décortiquer les règles qui s'appliquent en ce moment à l'automne 2023. Mais il faut garder en tête que la fiscalité, ça bouge tout le temps. C'est un domaine qui n'est jamais vraiment figé. Ok, alors voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on pose les règles du jeu. Ensuite, on verra le premier grand choix, PFU ou barème. Après ça, on explorera la voie intelligente, la famille des PEA, puis les alternatives comme l'assurance vie et le PER. Et pour finir, on essaiera de voir comment choisir son propre chemin. Allez, c'est parti, on attaque avec les bases. La toute première chose à comprendre, c'est qu'il y a en gros 2 manières de gagner de l'argent avec ces placements. Voilà, c'est simple. Soit on réalise une plus-value, c'est-à-dire qu'on vend une action, une part, n'importe quoi, plus cher qu'on ne l'a payé. Soit on touche des revenus, comme des dividendes d'une action ou le coupon d'une obligation. Et bien sûr, l'un et l'autre ne sont pas taxés de la même façon. Et ça nous amène tout droit à la première grande intersection, le choix numéro 1, celui qui va conditionner tout le reste pour un investisseur. 30%. C'est le chiffre à retenir. Par défaut, en France, les gains financiers sont soumis à un taux unique. On l'appelle souvent la flat tax, mais son petit nom officiel, c'est le PFU, pour prélèvement forfaitaire unique. Alors, ce fameux 30%, qu'est-ce qu'il y a dedans ? En fait, il se décompose en 2 morceaux. D'un côté, on a l'impôt sur le revenu, qui représente 12,8%, et de l'autre, les prélèvements sociaux pour 17,2%. L'addition des deux fait bien 30. Bon, on a ce PFU de 30%, qui est simple, automatique. C'est la solution par défaut. Mais il y a une autre option, le barème progressif. Alors là, c'est différent. Le taux dépend de sa propre tranche d'imposition, à laquelle on ajoute toujours les 17,2% de prélèvements sociaux. Alors pourquoi choisir cette option ? Eh bien, ça peut être super intéressant pour les personnes qui sont dans les tranches d'imposition les plus basses. Et il y a un bonus. Sur les dividendes, on peut avoir un abattement de 40%. C'est pas négligeable. Alors là, attention, point super important. Ce choix entre la flat tax et le barème, il est global. C'est tout ou rien.
Ça s'applique à l'intégralité des revenus financiers de l'année. On ne peut pas dire, tiens, pour ça je prends le PFU et pour ça le barème. Non, non, non. C'est un choix unique pour l'année entière. Ok, mais que se passe-t-il si, une année, ça se passe mal et qu'on perd de l'argent? Est-ce que tout est perdu? Eh bien, non. Le système est assez bien fait pour ça. Si on a une perte nette sur l'année, on ne la perd pas. On peut la garder sous le coude en quelque sorte et l'utiliser pour effacer des gains futurs. Et on a jusqu'à 10 ans pour le faire. C'est un vrai parachute. Bon, maintenant qu'on a vu les règles de base, on va passer à la stratégie plus fine. Il existe ce qu'on appelle des enveloppes fiscales. Il faut les voir comme des sortes de boîtes magiques qui offrent des avantages fiscaux. Et la plus connue, la star du genre, c'est le PEA. Le PEA, ou plan d'épargne en action, c'est donc un compte-titre un peu spécial. Il est conçu pour investir dans des actions d'entreprises européennes. L'idée, c'est de mettre ces investissements à l'intérieur de cette boîte pour les protéger d'une partie de la fiscalité, à condition de respecter certaines règles bien sûr. Et la règle du jeu du PEA, elle est hyper simple, et elle tient en un seul chiffre, 5. 5 ans, voilà le sésame. Si on fait un retrait avant ces fameux 5 ans, patatras. Le plan est clôturé et les gains sont taxés normalement, PFU ou barème, au choix. Mais si on attend patiemment 5 ans, là, c'est la magie. Les gains sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. On ne paie que les prélèvements sociaux. Et c'est ça, le super pouvoir du PEA. Et le PEA n'est pas tout seul, il a une petite famille. Il y a le PEA classique, avec son plafond à 150 000 €. Il y a son petit frère, le PEA PME, pour investir dans les petites et moyennes entreprises. À eux deux, on peut monter jusqu'à 225 000 € par personne. Et il y a même une version pour les jeunes de 18 à 25 ans. Bref, il y a de quoi faire pour se construire un portefeuille bien optimisé. Mais attention, le PEA n'est pas le seul outil dans la caisse à outils de l'investisseur. Il y a 2 autres grands noms qu'il faut connaître, l'assurance vie et le PER. Chacun a son propre rôle, sa propre spécialité. Alors, voyons un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Ce tableau résume parfaitement le match. Le PEA, son truc, c'est clairement la performance en bourse sur le long terme. L'assurance vie, elle, joue sur la flexibilité, la transmission de patrimoine, c'est le couteau suisse. Et enfin le PER, son nom l'indique, c'est la préparation de la retraite avec son fameux avantage fiscal à l'entrée. On a vraiment 3 logiques différentes. Pour l'assurance vie, ce qui la rend vraiment unique, c'est sa puissance en matière de succession. C'est un outil incroyable pour ça. Et l'autre gros point fort, c'est qu'il n'y a pas de limite de versement. On peut y mettre autant qu'on veut. Le PR, lui, a un super pouvoir bien à lui, la déduction fiscale. C'est simple, l'argent qu'on met dessus vient directement réduire le revenu imposable. Concrètement, ça veut dire moins d'impôts à payer tout de suite. C'est un avantage immédiat, et c'est ce qui le rend si attractif pour préparer sa retraite. Bon, PEA, assurance vie, PER, PFU, barème, ça fait beaucoup d'options sur la table. La grande question, c'est comment on s'y retrouve, comment on choisit. Et la réponse, qui va peut-être en décevoir certains, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une meilleure formule qui marche pour tout le monde. La seule bonne solution, c'est celle qui est parfaitement adaptée à sa propre situation, à ses propres projets. Finalement, pour construire sa stratégie, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on cherche la croissance à tout prix ou à préserver son capital ? Est-ce qu'on veut gérer soi-même ou déléguer ? Et surtout, pour combien de temps on investit ? La vraie question n'est pas « quel est le meilleur produit ?», mais plutôt « quelle est la meilleure combinaison d'outils pour mon projet de vie ?» C'est par là que tout commence. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Comment investir en bourse, là, maintenant, dans un monde qui paraît de plus en plus compliqué ? Entre les tensions un peu partout et les révolutions technologiques qui changent tout, on peut se demander où mettre son argent. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va commencer avec cette phrase, qui est assez forte et qui résonne sans doute chez pas mal de monde. Il faut dire qu'après les chocs de 2007, puis 2020, avec le Covid, et encore 2022, le scepticisme, il est là. L'idée que les actions seraient le meilleur des placements, ça paraît un peu difficile à avaler. Et franchement, cette méfiance, elle se comprend. Alors oui, on vit dans un monde d'incertitude. C'est un paysage assez complexe, fait à la fois de menaces bien réelles et d'opportunités qui semblent gigantesques. Et c'est justement ce paradoxe qui est fascinant et qu'il faut absolument saisir si on veut bien l'investir aujourd'hui. Le monde a vraiment changé. Regardez, malgré la guerre, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les marchés boursiers ont battu de nouveaux records en 2023. C'est fou, non ? Pour comprendre ça et pour savoir comment s'orienter aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut revenir à l'événement qui a redéfini toutes les règles du jeu, la crise financière de 2008. Ok, alors allons-y. La crise de 2008, ça peut sembler loin de l'histoire ancienne, mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas juste un souvenir, c'est la matrice, c'est vraiment le point de départ de la plupart des logiques économiques qu'on connaît aujourd'hui. Juste avant la crise, l'ambiance, c'était un peu le Far West.
Tout le système reposait sur un pilier central, la consommation des Américains. Et pour que ça tourne, il fallait un carburant. Un carburant qui semblait à l'époque inépuisable, le crédit facile, pas cher. Et la mécanique derrière ces fameux prêts subprime, elle paraissait géniale, infaillible. On prêtait de l'argent très facilement, même à des gens fragiles financièrement, en faisant un pari. Le pari que les prix de l'immobilier allaient monter, sans jamais s'arrêter. Du coup, au pire, si on ne pouvait plus payer, il suffisait de revendre la maison plus cher. Le problème, c'est que tout, absolument tout, reposait sur cette seule hypothèse. Un pari incroyablement risqué. Et ce qui a transformé un problème américain en crise mondiale, c'est ce mot un peu barbare, la titrisation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Imaginez qu'on prend des milliers de ces prêts un peu pourris, on les mélange tous ensemble dans une sorte de millefeuille financier et on vend des parts de ce gâteau à des banques, des assurances, des fonds de pension, partout dans le monde. Le risque n'était plus à un seul endroit, il était dilué, partout. Le poison était dans tout le système. Et là, l'escalade a été hyper rapide. On a eu des premières alertes début 2007, puis le système a commencé à tousser, à se gripper. Et le point de rupture, le moment où tout bascule, c'est la faillite de la grande banque d'affaires Lehman Brothers en septembre 2008. À ce moment-là, la confiance, qui est le sang de la finance, s'est évaporée d'un coup. Et la crise financière est devenue une crise économique mondiale. L'ampleur du choc est difficile à imaginer. En moins d'1 an et demi, l'indice boursier américain, le Dow Jones, a perdu 54% de sa valeur. Moins 54%. C'est comme si plus de la moitié de la valeur en bourse s'était volatilisée. C'était tout simplement la pire crise financière depuis le grand crash de 1929. Pour éviter que tout le système s'effondre, la réponse des banques centrales a été radicale. Elles ont inondé le marché d'argent et baissé les taux d'intérêt à presque zéro. C'est le début d'une nouvelle ère qui a duré plus de 10 ans, l'ère de l'argent facile. Une période qui a complètement changé les mentalités et les stratégies d'investissement. Sauf que voilà, cette ère-là, aujourd'hui, elle est bel et bien terminée. Ce tableau y résume parfaitement le virage à 180 degrés qu'on a pris. On est passé d'un monde où l'argent était quasiment gratuit, où s'endetter ne coûtait rien, à un monde où l'argent a de nouveau un prix, un coût. Et ça, c'est une transformation fondamentale qui change absolument toutes les règles du jeu, pour les entreprises, pour les États et bien sûr pour les investisseurs. Et comme si ce changement n'était pas suffisant, un autre événement, la crise du Covid cette fois, a provoqué un phénomène totalement inattendu, l'arrivée en masse d'un tout nouveau profil d'investisseurs sur les marchés. Alors, qui sont-ils, ces nouveaux investisseurs ? Une étude de l'autorité des marchés financiers nous donne une bonne idée. Ce qui saute aux yeux, c'est d'abord leur jeunesse, plus de la moitié à moins de 35 ans. Et puis leur approche est différente. On voit qu'il y a une attirance très très forte pour des actifs plus neufs et plus risqués, comme les crypto-monnaies. Ce qui est vraiment intéressant avec cette nouvelle génération, c'est son état d'esprit. On sent une certaine méfiance envers le système financier traditionnel, hérité de la crise de 2008. L'horizon de placement est beaucoup plus court. L'information ne vient plus des journaux financiers, mais des réseaux sociaux, des influenceurs. Et puis, il y a cette frontière qui devient parfois un peu floue entre investir et jouer. On parle de la gamification de l'investissement. Du coup, face à cette nouvelle concurrence des cryptos, face à d'autres défis comme la diminution du nombre d'entreprises cotées, une question hyper légitime se pose, la bourse traditionnelle, est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui ? Eh bien, la réponse est oui, et ce pour plusieurs raisons. La bourse, ce n'est pas juste un casino. C'est un marché qui est utile, qui finance l'économie réelle, les entreprises qui innovent, qui créent des emplois. C'est aussi un marché qui est supervisé, réglementé. Ça offre une protection, un accès à l'information qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, notamment sur certains marchés de crypto. Elle offre une liberté de choix immense pour aligner ses placements avec ses valeurs. Et enfin, s'y intéresser, c'est une façon géniale d'apprendre en continu comment le monde fonctionne. On termine avec cette question qui est vraiment essentielle. Est-ce qu'on doit voir la bourse simplement comme un outil pour faire du profit, un grand casino ? Ou est-ce qu'on la voit comme un moteur essentiel qui permet à notre économie de fonctionner, aux entreprises de grandir ? La façon dont on répond à cette question, au fond, ça définit complètement le type d'investisseur qu'on choisit d'être et le monde qu'on choisit de financer. Et si, pour une fois, on mettait de côté les graphiques et les algorithmes ? Si les vrais secrets de la bourse se cachaient en fait dans la sagesse populaire ? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va décrypter des proverbes, parfois très anciens, pour voir à quel point ils sont encore pertinents aujourd'hui pour naviguer dans la psychologie, parfois un peu folle, des marchés.
Allez, on commence fort. Ce dicton, il résume presque tout. Il nous dit que les meilleurs coups en bourse, eh bien, ils se font souvent à contre-courant. Ça demande du cran, c'est sûr, d'acheter quand tout le monde panique, et une sacrée discipline pour vendre quand l'euphorie est totale. C'est vraiment ça l'ADN de l'investissement intelligent. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi ces vieilles phrases ont encore tant à nous apprendre. Ensuite, comment sentir le pouls du marché. Puis, le grand sujet, quand est-ce qu'on achète ? Comment on protège ce qu'on a investi, l'art très difficile de savoir vendre, et pour finir, on verra la règle d'or, celle qui chapeaute un peu tout le reste. Bon, première question, pourquoi s'intéresser à des proverbes qui ont parfois des siècles? Tout simplement parce que ce sont des raccourcis, des images ultra puissantes pour graver dans notre mémoire des leçons que des générations d'investisseurs ont apprises, et souvent à leurs dépens. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces dictons, ce ne sont pas juste des phrases à l'emporte-pièce. Non, ce sont de véritables modèles mentaux, des sortes de garde-fous qui nous empêchent de tomber dans les pièges psychologiques classiques. Bref, ce sont de vrais outils pour prendre de meilleures décisions et éviter des erreurs qui, elles, peuvent coûter très cher. Ok, avant même de regarder une action en particulier, la toute première chose à faire, c'est de lever la tête et de comprendre l'ambiance générale. Le marché, c'est un grand cycle émotionnel. Ça oscille, sans arrêt, entre une euphorie démesurée et une peur panique. Celui-là, tout le monde le connaît. C'est peut-être le plus célèbre des proverbes boursiers, et pourtant, c'est aussi celui qu'on oublie le plus facilement, pile au moment où on en a le plus besoin. C'est un rappel simple, non, une hausse ne dure jamais éternellement. C'est la même histoire qui se répète à chaque bulle spéculative. Que ce soit en 1929, au Japon à la fin des années 80, ou avec la bulle Internet en 2000, le piège est toujours le même. On se met à croire que, cette fois, c'est différent. Mais la réalité, c'est que les arbres, même en bourse, finissent toujours par arrêter de pousser. L'ignorer, c'est s'assurer un retour à la réalité très très douloureux. Bon, une fois qu'on a une idée de l'humeur générale du marché, la question devient beaucoup plus concrète. C'est quand le bon moment pour appuyer sur le bouton « Acheter ». Le timing, ce n'est pas tout, c'est vrai, mais ça compte quand même pas mal. Et là, on en revient à notre tout premier proverbe. Acheter au son du canon, ça veut dire investir quand le pessimisme est à son comble. L'exemple de mars 2003 est incroyable. Au tout début de la guerre en Irak, tout le monde avait peur. Et c'est précisément là que les marchés ont touché un point bas avant de rebondir fortement. La leçon, elle est claire. On achète dans la peur, pas dans l'euphorie. Mais attention, petite nuance très importante. Acheter quand les prix sont bas, ça ne veut pas dire se jeter sur une action qui est en train de s'effondrer. Et c'est tout le sens de ce proverbe, une image qui peut vraiment sauver un portefeuille. L'erreur typique, c'est de vouloir être le plus malin et d'attraper le point le plus bas. C'est une illusion totale. Il suffit de se souvenir des actions des banques en 2011. Beaucoup se sont dit « ça ne peut pas baisser plus » et elles ont continué à plonger. La sagesse, c'est d'attendre que le couteau soit planté au sol, que le cours arrête de chuter et se stabilise, avant de commencer à s'y intéresser. Et ça nous amène à une autre question, est-ce qu'il y a des saisons en bourse? On a tous entendu ce vieil adage anglais « sell in May and go away », vendez en mai et partez. L'idée, c'est que l'été serait moins bon que l'hiver. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Alors, c'est vrai, les statistiques montrent souvent que la période automne-hiver est meilleure. Mais il y a un grand mais. Octobre, par exemple, c'est le mois de certains des plus grands crashs de l'histoire. Et surtout, les quelques journées de très forte hausse, celles qui font toute la performance d'une année, sont complètement imprévisibles. Si on n'est pas sur le marché ces jours-là, on rate l'essentiel. Essayer de jouer avec les saisons, c'est donc un pari extrêmement risqué. Ok, on a acheté. Maintenant, le travail ne fait que commencer. Il faut protéger ce capital, gérer le risque. C'est une discipline de tous les instants, et c'est peut-être même plus important que de bien acheter. On arrive sur un classique absolu, un proverbe qu'on entend depuis l'enfance. Mais sa simplicité est trompeuse. La diversification, c'est vraiment la première et la plus importante des lignes de défense pour un investisseur. Mais attention, là aussi il y a un piège. Diversifier, ça ne veut pas dire acheter 150 actions au hasard. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éparpillement. Et au final, on ne suit plus rien. Un bon portefeuille, ce n'est pas un catalogue de la redoute. Il doit rester lisible, cohérent. Le but, c'est de trouver le juste milieu, être assez diversifié pour ne pas tout perdre si une action s'effondre, mais assez concentré pour que nos bonnes idées aient un vrai impact. Et si une de nos lignes tourne mal? Un autre proverbe nous dit « mieux vaut se couper la main que le bras ». C'est une image forte, mais tellement vraie. Trop souvent, l'ego prend le dessus. On refuse d'admettre qu'on s'est trompé. On attend, on espère un rebond miracle, et pendant ce temps, une petite perte gérable se transforme en un désastre financier.
Accepter de prendre une petite perte vite, c'est dur, mais c'est infiniment moins douloureux qu'une perte qui détruit une grosse partie du capital. On a bien acheté, on a bien géré son risque, il reste l'étape finale, et peut-être la plus difficile sur le plan psychologique, vendre pour encaisser ses profits. Cette phrase du grand spéculateur Jesse Livermore, elle est un peu cash, mais elle est parfaite. En bourse, l'ennemi public numéro 1, c'est la cupidité. C'est cette petite voix qui nous dit encore un peu plus. Vouloir le gain maximum, refuser de prendre ses bénéfices, c'est le chemin le plus sûr vers la catastrophe. Il y a un paradoxe fascinant dans le comportement de beaucoup d'investisseurs. On voit souvent des gens perdre comme des riches, c'est-à-dire qu'ils laissent une perte s'accumuler à l'infini sans jamais la couper, et à l'inverse, ils vont gagner comme des pauvres en vendant une action gagnante bien trop tôt pour un tout petit profit de peur de le perdre. En gros, on est trop patient avec nos pertes et beaucoup trop impatient avec nos gains. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est pour ça que le proverbe « il faut en laisser aux autres » est si important. Ce n'est pas une question de générosité, c'est de l'autoprotection. Personne, je dis bien personne, ne vont jamais au plus haut. C'est impossible. Vouloir attendre le sommet parfait, c'est prendre le risque de voir tous ses gains s'évaporer. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de gagner de l'argent. Et sécuriser un beau profit, c'est toujours une victoire. On arrive maintenant à la fin de notre parcours, à la règle d'or. Parce qu'après avoir parlé du marché, des actions, des stratégies, il reste le paramètre le plus important et le plus imprévisible de tous, nous-mêmes. L'investisseur Kenneth Fisher a un jour surnommé la bourse le grand humillateur. Je trouve cette définition géniale, parce que c'est exactement ça. Le marché a cette capacité incroyable à nous remettre à notre place, même quand on est le plus grand expert. Le succès à long terme, en fait, ça ne dépend pas de notre capacité à deviner le futur, mais de notre capacité à nous connaître nous-mêmes, à admettre nos erreurs et à rester humbles. Au fond, si on y réfléchit, tous ces proverbes nous ramènent à une seule et même chose. En bourse, notre plus grand ennemi, ce n'est pas le marché, c'est nous. C'est notre propre psychologie. Alors, la vraie question, une fois qu'on a toute cette sagesse en tête, c'est quel genre d'investisseur choisit-on d'être? Et la réponse à ça, elle ne se trouve dans aucun proverbe, mais bien dans chacune de nos décisions. La bourse en France, ça peut parfois ressembler à un vrai labyrinthe. Alors, l'idée ici, c'est de tracer ensemble une feuille de route, un chemin clair pour s'y retrouver et investir avec un peu plus de confiance. On va être honnête, le monde de la bourse peut faire un peu peur au premier abord. Ça peut même paraître super intimidant. Mais pas de panique. L'objectif, c'est de fournir un guide pratique pour transformer cette petite appréhension en assurance. Pour bien démarrer, la base, c'est de connaître le terrain de jeu. Donc, première étape, comprendre qui sont les grands acteurs officiels, ceux qui structurent le marché et en fixent les règles. C'est vraiment le socle de tout. En gros, il y a 4 piliers à connaître. Euronext, on peut dire que c'est le stade où le match se joue. L'AMF, c'est l'arbitre. L'Institut pour l'éducation financière, c'est un peu le coach. Et Paris Europlace, c'est l'ambassadeur qui fait la promotion du championnat. On va surtout se concentrer sur les 2 premiers, qui sont absolument incontournables. Euronext Paris, donc, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est l'entreprise qui gère la bourse de Paris. C'est là qu'on trouve toutes les infos officielles des sociétés cotées. Et surtout, c'est là que, concrètement, les actions s'achètent et se vendent. Juste après, on a l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Sa mission est capitale. C'est le gendarme qui protège les épargnants. Son site web est une vraie mine d'or d'informations. Et en cas de problème, de litige, c'est à elle qu'il faut s'adresser. C'est un filet de sécurité à ne jamais oublier. Et pour apprendre, pour se former, il y a une ressource qui sort vraiment du lot. C'est le site lafinancepourtous.com. Il a été lancé par l'AMF et la Banque de France, donc autant dire que c'est du sérieux. C'est un excellent point de départ pour se bâtir des connaissances solides. Bon, maintenant qu'on connaît un peu les règles du jeu, il faut l'élément essentiel pour jouer, la bonne information. C'est une étape fondamentale. La question c'est où est-ce qu'on va chercher des données fiables pour prendre des décisions éclairées? Le flux d'infos peut être énorme. Le mieux, c'est de voir ça comme un entonnoir. On commence large, avec la presse spécialisée pour le contexte général. Puis, on se rapproche avec les médias en ligne pour suivre l'actualité en direct. On peut creuser avec les blogs. Et tout au bout, on a la source la plus pure, les infos officielles publiées par les entreprises elles-mêmes. En fait, l'essentiel, c'est d'utiliser le bon outil pour le bon besoin. Pour une analyse de fond, on va plutôt se tourner vers la presse spécialisée. Pour l'info brûlante et pour sentir le pouls du marché, des sites comme Boursorama sont parfaits. Et pour comprendre des concepts un peu compliqués, les blogs de vulgarisation sont là pour ça. Une fois qu'on est bien informé, il faut un outil pour passer à l'action. Et ça, c'est le rôle du courtier en ligne. Son choix est crucial, et on peut dire qu'il y a 2 grandes familles d'acteurs. Souvent, le choix se résume à un arbitrage. D'un côté, on a les banques traditionnelles, c'est pratique, tout est au même endroit, mais en général, les frais sont plus élevés. De l'autre côté, il y a les courtiers purs. Eux, ce sont des spécialistes de l'investissement.
Du coup, leurs tarifs sont souvent bien plus compétitifs et leurs outils plus performants. Et le paysage des courtiers est très, très varié. On trouve des filiales de grandes banques françaises comme Bourse-Banque. Il y a aussi toute une vague de plateformes européennes comme DEGIRO. On a les géants internationaux, genre Interactive Brokers, et même des acteurs indépendants bien français comme Bourse Direct. L'éventail est donc très large. Cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. Ce secteur est en perpétuel mouvement, cette liste est donc purement indicative. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la meilleure offre aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Donc prendre le temps de comparer les offres au moment où on se décide, c'est non négociable. Allez, on aborde un dernier point, mais qui est un vrai filet de sécurité. Que se passe-t-il si les choses tournaient mal? C'est essentiel de savoir qu'on a des droits en tant qu'actionnaire et surtout comment les défendre. Il faut retenir une chose, un actionnaire n'est jamais seul face à une entreprise. Il existe tout un écosystème d'associations dont la mission est justement de défendre les intérêts des investisseurs, en particulier ceux des actionnaires minoritaires. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des associations comme l'ADAM, la NAF ou encore l'APAC qui existent pour ça. Ce sont des points de contact qui peuvent donner un coup de main ou même mener des actions collectives si c'est nécessaire. En résumé, si on devait tout condenser, ça tiendrait en 3 mots. S'informer, agir et se protéger. Maîtriser ces 3 actions, c'est la clé pour naviguer sur le marché boursier avec beaucoup plus d'assurance. Avec les bonnes ressources, l'incertitude du début peut se transformer en opportunité. La vraie question n'est plus de savoir si on peut commencer, mais plutôt par où.